Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette soirée en direct, second tour des élections législatives. Un second tour, vous le savez, inédit dans notre département après la qualification dimanche dernier des 4 candidats Rassemblement National dans les 4 circonscriptions des Vosges. Une soirée pour laquelle évidemment l'ensemble des salariés de Vosges Télévisions est mobilisé. Je vais me permettre de les citer. La rédaction avec notre rédacteur en chef Jean-François Varier à la coordination est dans mon oreille. L'équipe technique sous la houlette de nos réalisateurs Jean-Christophe Defranou et Vincent Louis. Et enfin, notre équipe administrative, pilotée entre autres par notre chargée de programme Aurore Imbert. Bref, une mobilisation pleine et entière pour vous faire vivre au plus près, dans les meilleurs délais, évidemment, les résultats de ces élections et évidemment les enjeux qui vont en découler au niveau national. À mes côtés en plateau, Élodie Derdal, bonjour. Bonjour. Rebonjour, vous étiez pour la première fois sur notre plateau ici la semaine dernière. Vous êtes enseignante de droit à la faculté de droit d'Épinal et vous êtes spécialisée dans la Constitution. Vous êtes une constitutionnaliste. Exactement. Première expérience pas trop traumatisante la semaine dernière, ça a été ? Ça s'est très bien passé, merci. Merci beaucoup. Lou Narclair, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional Europe Écologie Les Verts, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes le premier invité de cette soirée. D'autres invités vont vous succéder grosso modo jusqu'à 21h30. On attend notamment Christophe Negelen, on attend Stéphane Viry, on attend Sébastien Imbert, voilà. Et puis évidemment des réactions sur le terrain de toutes nos équipes. Comment vous vivez cette soirée, Lou Narclair ? Écoutez, comme vous, un peu dans l'excitation de voir les résultats, mais dans l'inquiétude aussi, parce que en fonction des résultats, beaucoup de choses peuvent basculer, et à l'échelle du département, des 4 circonscriptions des Vosges, mais aussi à l'échelle nationale, parce que ça reste une circonscription avec une élection législative, je suis un peu fatigué, avec beaucoup d'enjeux. Une majorité présidentielle où l'on ne sait pas encore si elle gardera une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Un groupe d'extrême droite qui va fortement augmenter sans doute. Et puis voilà, des enjeux aussi à gauche. Et donc on verra tout ça dès qu'on découvrira les résultats aussi dans notre département. Allez, si vous voulez bien, on va justement directement prendre le pouls dans les circonscriptions. Direction une des circonscriptions à enjeu entre deux tours. Direction Saint-Dié-des-Vosges avec Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel. Bonsoir, bienvenue dans la deuxième circonscription, celle de Saint-Dié. Alors qui pour succéder à Gérard Cherpion, le député LR sortant qui ne se représente pas? Il y a un duel ce soir entre d'une part David Valence, maire, président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, vice-président de la région Grand Est, centriste du parti radical et soutenu par la majorité présidentielle, qui se présente comme le candidat du terrain et de l'expérience. Et en face de lui, Gaëtan Dussaucé, jeune cadre du parti de Marine Le Pen, proche de Jordan Bardella, certes parachuté, mais il l'assume totalement, venu dans les Vosges pour faire barrage, comme il dit, à la Macronie. Qu'en sera-t-il des reports de voix? Les consignes de vote vont-elles être suivies? David Valence peut compter sur le soutien d'un front républicain qui va de Debout la France au Parti communiste local. Quant à Gaëtan Dussaucé, lui, espère mobiliser les abstentionnistes et compte sur les bons résultats de Marine Le Pen à la présidentielle, qui était arrivée en tête dans les Vosges, aux électeurs de tranchée. Il est 19h57, encore 3 minutes avant de pouvoir officiellement vous donner les premières tendances et on a déjà des résultats définitifs, mais on est obligé d'attendre 20h. On prend la direction de la circonscription de Neufchâteau avec Thierry Lasson et Nicolas Herbel. On se retrouve dans cette 4e circonscription des Vosges, une circonscription rurale. Il y avait 9 candidats au premier tour, il n'y en a plus que 2. D'un côté, Sébastien Imbert du Rassemblement National qui totalise 26,10% des suffrages exprimés, soit 1500 voix environ d'avance sur le député sortant LR, Jean-Jacques Gauthier. Par le jeu des reports de voix, qui passera en tête ce soir? La réponse dans quelques minutes à partir ou aux alentours de 20h. Allez, Thierry Lasson, qu'on va retrouver dans quelques instants, je vous l'ai dit, avec des résultats qui sont tombés, mais qu'on ne peut toujours pas vous donner. En attendant, si vous voulez bien, on regarde un reportage réalisé avec Denis Lequen, Marie-Danielle Rogovitz et Livia Buchler. Un reportage, évidemment, sur le vote de ce second tour tout au long de cette journée de dimanche. Une chose est sûre, dans les bureaux de vote visités ce matin par nos équipes, dans le village de Serqueur, le quartier des Épinettes à Épinal ou bien encore à Neufchâteau, la chaleur a certes incité certains électeurs à venir voter de bonne heure, mais ce qui primait avant tout pour les votants, c'est s'acquitter de son devoir de citoyen. C'est la première fois qu'on vient de bonne heure, sinon on vient aux alentours de midi. Nous, c'est tous les matins. Ouais, quand les petites sont levées, on en profite. C'est un droit qu'on a acquis, c'est tout. Et je le rendrai obligatoire. Il faut en profiter, s'exprimer,
C'est pas la peine de gueuler par derrière, après ça on va pas voter. Je viens voter à tous les tours. Oui, c'est important de voter. C'est mon père qui m'a emmené les premières fois, c'était très important d'aller voter. Les seniors ont plus ce sens civique que les jeunes générations? J'ai cette impression-là. Et même au premier tour, ça a été ça. Vraiment, on a vu beaucoup plus de personnes âgées plutôt que des jeunes. C'est important d'aller voter. Tout le monde devrait aller voter, qu'on soit jeune ou pas. Et pour mobiliser encore plus, dans le village de Serqueur, Madame le maire avait en quelque sorte relancé ses administrés. On avait bien fait un petit document pour les inscriptions sur les listes électorales. Là, on avait communiqué donc les dates limites pour les inscriptions. Les Vosges, ce sont 4 circonscriptions et pour ce second tour, à chaque fois, un duel. Aux électeurs de trancher, alors le choix était-il difficile? Non, pas difficile. C'était le même choix qu'au premier tour? Non plus. Pas forcément le choix du cœur, le choix de la raison? Oui, plutôt. Je savais déjà qui je votais, donc pas de problème. Oui, je pense que c'est aussi un moyen de donner son avis après les présidentielles, donc c'est important de donner son avis après ce qui s'est passé. Je veux que mon candidat passe, alors faut l'épauler. L'importance de l'abstention sera encore largement discutée, mais question également à ceux qui sont allés voter. Quelle image ont-ils des élus, des députés et de la politique en général? Vous savez, les promesses, elles n'engagent que ceux qui les écoutent. On les voit seulement quand c'est au moment des votes. Sinon, on ne les voit pas autrement, on n'entend pas parler. Qu'est-ce que vous attendez de manière générale d'un député? Franchement, pas grand-chose. Jamais déçu des politiques? Si, bien sûr. Je suis pas quelqu'un de déçu facilement. Et on se console comme on peut. La morale de l'histoire, c'est peut-être Gérard qui l'exprime le mieux. Ça m'apporte qu'on est quand même représenté un peu, pas trop, mais on est un peu représenté. Allez, on accueille Daniel Grumillet. Bonsoir Daniel Grumillet. Bonsoir. Sénateur Les Républicains. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour vivre à nos côtés en début de soirée. Cette soirée évidemment spéciale en direct sur Vosges Télévisions des résultats de ce second tour des élections législatives. Et je vous annonce que nous allons pouvoir vous donner quelques résultats. Les résultats définitifs déjà de la première circonscription. Allez, direction la circonscription d'Épinal où Stéphane Viry s'impose très largement sans surprise. Je vais le découvrir en même temps que vous. Stéphane Viry, donc le candidat Les Républicains, mais qui n'avait pas précisément cette étiquette pour ce scrutin, l'emporte avec 67,23% des voix. Élodie Derdal et nos invités en plateau découvrent ces résultats définitifs en même temps que vous, en même temps que moi. Amy Moons, la candidate du Rassemblement national, 32,77%. Ce sont des résultats définitifs. Voilà, on va se commenter tout ça dans quelques instants. Allez, deuxième circonscription, nous ne sommes pas en mesure de vous donner définitivement les résultats, mais important, David Valence, donc ballottage grosso modo sur cette circonscription, et tout semble se jouer sur les résultats de Saint-Dié-Ville. Ça semble très serré entre David Valence, le candidat de la majorité présidentielle, et Gaëtan Dussaucet, le candidat parachuté du Rassemblement national. On est en train d'affiner tout cela pour vous donner les résultats. Troisième circonscription, direction donc Vittel-Neufchâteau ou direction Remiremont bien évidemment avec Christophe Nejlen qui là non plus sans réelle surprise l'emporte très largement sur Pierre-François du Rassemblement national. Les chiffres 74,27% pour Christophe Nejlen, donc DVD groupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale UDI indépendant, et Pierre-François le Rassemblement national 25,73%. Ce sont les résultats définitifs. Quatrième circonscription, Christophe Nejlen, qui était évidemment le député sortant. Quatrième circonscription, là aussi, alors, score que l'on va, je pense, beaucoup commenter au cours de cette soirée. Jean-Jacques Gaultier, Les Républicains, s'impose dans ce scrutin. Le député sortant conserve son siège à l'Assemblée nationale avec 51,92%. C'est très serré, c'était très serré avec Sébastien Imbert. Sébastien Imbert, donc le secrétaire départemental du Rassemblement national, qui a engendré 48,08% des voix. Daniel Grumillet, réaction à chaud, juste sur cette quatrième circonscription, 52% pour Jean-Jacques Gaultier. C'était chaud. C'était chaud, oui, mais c'est aussi une reconnaissance du travail effectué sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de femmes et d'hommes très ancrés sur le terrain. Et Jean-Jacques Gaultier, comme Christophe Nejlen, comme Stéphane Viry, ont effectivement, en tant que parlementaire, beaucoup, je dirais, à la fois travaillé à l'Assemblée, mais aussi été proche
des réalités territoriales que vit notre département. Et moi, je suis vraiment heureux des résultats du département des Vosges. On attend avec beaucoup d'intérêt le résultat définitif sur la circonscription, la deuxième circonscription. Mais aujourd'hui, déjà, le département des Vosges se distingue je dirais, du paysage national et surtout du paysage du Grand Est. Sur le Grand Est, effectivement, les LR gardent une place significative en tant que parlementaire. Mais nous nous sommes aussi distingués, pardonnez-moi, du fait de qualifier 4 candidats du Rassemblement national au premier tour. Seulement, Élodie Derdal, seulement 18 départements en France qui ont... En comptant les Vosges, il y a 18 départements dans lesquels on retrouve le RN dans toutes les circonscriptions. Mais écoutez, ça fait plus de 5 ans qu'en permanence, le débat, et ça je l'ai dénoncé, nous l'avons dénoncé, le débat, c'était la présidentielle, où il n'y a pas eu de campagne d'ailleurs. Je suis désolé. Les Français ont été privés. D'ailleurs, c'est pour ça que le mandat va être très compliqué. Il va être très compliqué parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'échange où la population s'est, je dirais, imprégnée des projets des uns des autres. Et puis la deuxième chose, ça fait 5 ans que l'objectif du président Emmanuel Macron, qui a été reconduit, était de dire le débat, c'était uniquement lui et de jouer la carte Marine Le Pen. C'était ça. Et effectivement, on est passé à côté des vrais sujets, des sujets qui frappent les Vosges. Et le département des Vosges, c'est un département rural, complètement rural. Et effectivement, il y a un certain nombre de départements qui sont dans cette configuration. Mais quand vous êtes dans les Vosges, vous êtes frappé de plein fouet directement sur des dossiers comme le dossier énergétique. Effectivement, là, on a fait beaucoup sur le transport, mais le transport en commun n'est pas une réponse globale pour travailler dans le département des Vosges. Donc, Daniel Gremillet, je me permets de vous interrompre. Je pense qu'on aura le temps un petit peu au cours de la soirée d'évoquer un petit peu le fond. Restons sur les chiffres. On vient de donner mais ça, c'est le fond. C'est le fond du problème. Mais on vient de donner le résultat. 52% pour Jean-Jacques Gaultier. Il faut regarder avec lucidité ce qui se passe. 48% pour le Rassemblement national. Sébastien Habert, Daniel Gremillet. Sébastien Habert, il avait fait 26,10%. Ce sont des pourcentages. On va voir les résultats, les images au QG de campagne de Jean-Jacques Gaultier. Sébastien Habert, il avait fait 26,10% au premier tour. Je sais qu'il faut voir aussi le nombre de voix. C'est parfaitement significatif cette évolution, 26% à 48%. C'est significatif évidemment, mais à travers votre propos, vous confirmez ce que je viens d'expliquer. Tout le débat a été effectivement, et d'ailleurs quand on voit l'accord qui est intervenu sur invraisemblable sur NUPES, avec un rassemblement plein d'opposition qui n'est pas prêt. Parce que n'oublions pas quand même qu'un parlementaire, il légifère. C'est lui qui va prendre les décisions des différents textes de loi qui seront proposés par le gouvernement. Et puis les parlementaires peuvent eux-mêmes proposer des textes de loi. Eux-mêmes amendent, je dirais, tout le parcours législatif. Et si on ne se rapproche pas de ce que vivent les gens au fond d'eux-mêmes, eh bien effectivement, s'éloigne encore un peu plus. Et donc la situation aujourd'hui du département des Vosges, je le dis, si aujourd'hui, et je suis heureux que Jean-Jacques Gaultier soit élu, que Stéphane Viry soit élu, ainsi que Christophe Leglen, parce qu'effectivement, c'est leur travail sur le terrain qui a payé, même si effectivement il y a une avancée significative du Front National, et du Rassemblement National. Vous n'avez pas cité Valence car on est toujours en attente des résultats définitifs. On reprécise qu'il est en... sur ce dossier-là... C'est normal que vous ne l'aviez pas cité, on est bien d'accord, c'était le candidat de la majorité présidentielle. Non, c'est pas pour ça. D'accord. Par respect, parce qu'on est dans une élection. Moi, je respecte beaucoup la démocratie. On a la chance de pouvoir mettre un bulletin de vote. Et ça, c'est quelque chose de précieux. D'ailleurs, le vrai sujet aussi, ce sera la participation qu'il faudra quand même sur laquelle il faudra travailler. On en reparlera. Ouais. Mais je reviens sur la situation de David Valence. Et moi, j'ai pris une position très claire, sans aucune ambiguïté, parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui ne connaît pas le département des Vosges, c'est tout l'inverse de ce qui est nécessaire aujourd'hui, arrive dans le département des Vosges pour représenter des femmes et des hommes d'un territoire qu'il ne connaît pas. Mais c'est pas sérieux.
Ce n'est absolument pas sérieux. On va découvrir tout cela dans quelques instants, très certainement. Avant d'aller un petit peu plus loin dans les échanges, si je peux me permettre, avec vous, Lou Noirclair notamment, quelques infos au niveau national, je vous les donne à tous les trois. Les projections de sièges à l'Assemblée nationale donnent 205 à 235 sièges pour la majorité présidentielle, donc ce qui veut dire pas de majorité absolue. Tout va être question donc de majorité relative et de difficulté bien sûr à l'Assemblée nationale pour la majorité présidentielle. La NUPES, donc l'alliance de gauche, de 170 à 190 sièges. Je vois que vous prenez tous des notes, c'est bien. Le Rassemblement national de 75 à 80 sièges. Et enfin, on va dire les LR-UDI de 60 à 75 sièges. Lou Noirclair, la majorité présidentielle, 205, 235, la NUPES, 170, 190. On se souvient bien sûr que vous auriez pu être le candidat NUPES sur la première circonscription d'Épinal. Je l'ai appris en même temps que vous, on va pas revenir là-dessus, mais je l'ai appris en même temps que vous lors du débat. Non, pas vraiment lors des investitures. Moi, je n'ai pas candidaté. Allez, on oublie, on reste sur le factuel. Par contre, je pense que... si on reste sur du factuel et sur des chiffres qui intéressent un peu plus les gens que les petites embrouilles locales, le fait que la majorité présidentielle n'est pas la majorité absolue est quand même révélateur de 5 ans de politique d'un président de la République et de ses différents gouvernements qui n'ont pas fait l'unanimité. Et on le voit là dans les urnes. C'était le premier président de la 5e République hors cohabitation à être réélu président. Et en fait, on s'aperçoit là que il n'y aura pas forcément de cohabitation, mais en tout cas... on a les projections de nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Voilà. Une infographie réalisée par Frédéric Saletti. Donc pour gouverner, le président de la République, les gouvernements seront obligés de faire des accords de projets, faire des coalitions de projets, peut-être avec les Républicains qui représentent sur ces projections 78 sièges, et peut-être avec des groupes politiques qui composeront ce gros groupe de 149 sièges que l'on voit qui est identifié NUP, mais qui sera en fait subdivisé en groupes politiques de chaque sensibilité. Il y aura un groupe écologiste, il y aura un groupe de la France Insoumise, il y aura un groupe du Parti Socialiste et un groupe sans doute du Parti Communiste. On verra en fonction de la répartition des sièges dans ces 149. Une évolution passionnante à suivre. Je me permets tout de suite de vous interroger sur les quelques 90 sièges du Rassemblement national. C'est une projection, mais elle n'était pas estimée si importante. Elle n'était pas estimée si importante. En même temps, le scrutin au législatif fait que les partis les moins centraux sur l'échiquier politique sont aussi moins représentés à l'Assemblée nationale. C'est une spécificité du scrutin, et c'est aussi ce que les électeurs, en tout cas les électeurs qui ne vont pas voter, les abstentionnistes, sans doute rejettent un petit peu. C'est que quand on va voter, eh bien, notre voix ne correspond pas forcément à un pourcentage à l'Assemblée nationale. Pour ça, il faudrait des élections à la proportionnelle. Et donc là, c'est Élodie, je crois qu'Élodie a des choses à dire là-dessus, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'émission. Donc en tout cas, en fait, là, le groupe du Front National, du Rassemblement National atteint, on verra en fonction 80-90 sièges. Ce sera peut-être le premier groupe d'opposition, et ça induit beaucoup de choses. Ça induit aussi des inquiétudes, je pense. Donc on verra en fonction de comment vont s'affiner les résultats au fur et à mesure de la soirée. Eh ben, je vous donne un premier affinage, c'est une estimation, mais apparemment ce sont de sources sûres. David Valence est évidemment est qualifié, l'emporte sur la deuxième circonscription, donc celle de Saint-Dié-des-Vosges, avec seulement 200 voix. 200 voix, c'est très très peu. On va essayer évidemment de vous donner tout cela plus précisément au plus vite, parce que le nombre de voix dans cette élection est particulièrement important et particulièrement significatif. Élodie Derdal, les quelques chiffres là qu'on s'est donnés depuis le début de la soirée. Alors, s'agissant des élections vosgiennes, donc il n'y a évidemment pas de surprise à voir Stéphane Viry et Christophe Najlen gagner très largement. Je note cependant que Jean-Jacques Gaultier n'a pas progressé par rapport à l'élection 2017. Il a même légèrement régressé d'un point et demi. Ce qui va être aussi intéressant, je le répète, ce sont le nombre de voix entre le premier et le second tour. Et de voir le taux de participation, parce que là pour l'instant on ne le connaît pas. Mais enfin, je vois en tout cas que LR, UDI, effectivement, est bien implanté. C'est un 3 sur 3. Même si, pour la 4e circonscription, on a failli frôler la correctionnelle,
car Sébastien Imbert était quand même largement devant Jean-Jacques Gaultier. Donc ce sera très intéressant de connaître les résultats des villes. Je pense que Vittel a largement plébiscité On verra Gaultier. très rapidement, je pense, les principales villes sur notre département. S'agissant de M. Valence, si effectivement les résultats se confirment, s'il n'y a que 200 voix d'avance, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un recours, qu'il y ait un recomptage. C'est juridiquement... D'expérience, vous dites cela? Il y a beaucoup de contentieux électoraux qui sont présentés devant le Conseil constitutionnel. Alors la règle est la suivante, il faut saisir le Conseil constitutionnel dans les 10 jours. La personnalité qui est élue peut siéger, donc pourra siéger le 28 juin. Et c'est donc au cas par cas que le Conseil tranchera. Elle peut très bien valider l'élection de M. Valence, revoir peut-être le décompte, ou devoir procéder à une nouvelle élection, une élection partielle. Daniel Gremillet, sur les résultats nationaux qu'on a évoqués, 205 à 235 sièges pour la majorité présidentielle seulement, et les LR, dont vous faites partie, 60 à 75 sièges. Écoutez, les LR, par rapport à ce 78 sur notre qui avait été annoncé en disant qu'on serait largement inférieur à 50, c'était une très bonne surprise. Et je suis très content que le département des Vosges ait largement participé à cette capacité d'expression à l'Assemblée au niveau de nos sensibilités. Mais vous vous faites dépasser par le Rassemblement national. Oui, c'est le résultat d'aujourd'hui. Je redis la situation dans laquelle on se trouvait. La situation dans laquelle on se trouvait effectivement après les présidentielles. Tout le monde mettait les Républicains dans les oubliettes, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc les Républicains ont fait mieux que résister. Ils ont même quelque part une situation qui leur permettra effectivement de rentrer dans les débats au niveau du groupe DLR, au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis je vous rappelle quand même qu'il y a un travail parlementaire, on est dans un pays où il y a le bicamérisme, le rôle du Sénat va être déterminant dans les différents textes. Quand on sait qu'on a des sujets qui vont arriver là dès cet été, comme le sujet énergétique, effectivement on se rend bien compte qu'il y a des positionnements très différents à travers cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Et pourtant, ce sujet concerne tous les Français. Pour vivre au quotidien. On va se permettre de rappeler, si vous voulez bien, Daniel Gremillet. Première lecture à l'Assemblée nationale, lecture ensuite au Sénat, retour à l'Assemblée nationale. Et s'il y a un contentieux, on va utiliser ce terme un petit peu facile, s'il y a contentieux, création de commissions mixtes paritaires, dites-moi si je me trompe bien sûr, pour trouver un arrangement et une évolution favorable du texte. Il y a systématiquement une CMP, une commission mixte paritaire. C'est dans le cas où cette commission mixte paritaire échoue que le texte repart à l'Assemblée nationale. Mais systématiquement, il est rare que les textes soient votés conformes entre l'Assemblée et le Sénat. Donc on se retrouve systématiquement, et à titre personnel, j'ai déjà participé à un nombre significatif de commissions mixtes paritaires, et je pense à des textes sur énergie, climat, résilience, etc. On a su trouver des chemins pour trouver une ligne directrice pour notre pays. Donc, sauf que là, on rentre dans une période de négociation qui va être beaucoup plus intense. Elle va être intense, elle va être compliquée, mais effectivement, quand j'entends alors effectivement, d'un côté, je prends l'exemple des éoliennes, parce que c'est le sujet qui va être le plus emblématique dans les différences. Le plus grand public et le plus utilisé facilement. Oui, non, mais je prends cet exemple-là, même si je ne suis pas fanatique des éoliennes, mais ça fait partie des choses qui sont possibles, et notamment en offshore. Il ne faut pas en faire... il faut le faire en lien avec les populations. Si c'est un projet de territoire, si c'est porté par les maires, par les populations, il faut les réaliser. Donc pour moi, c'est pas une position de refus. Alors on sait que d'autres sont dans une position systématiquement... On aura l'occasion de rentrer dans le détail des dossiers. Avant que Lou Noirclair nous quitte, pardon, une question par rapport à la NUPES, évidemment. Déjà, je vais aussi commenter les résultats de LR, parce qu'ils sont significatifs de la recomposition politique qui a été induite depuis 2017 par La République En Marche, qui, tout
au fur et à mesure du quinquennat, a élargi aussi sur sa droite, avec Horizon de Édouard Philippe, qui a rejoint la majorité présidentielle, et donc avec un espace politique pour les Républicains qui se rétrécit, c'est-à-dire coincé entre une majorité présidentielle qui tend un petit peu à droite, et un Rassemblement national qui grossit ses rangs, et parfois une polarisation bien à droite de certains débats, et donc ça va être une question à trancher aussi. On va voir si Éric Ciotti, par exemple, qui incarne l'aile droite du parti, l'aile très conservatrice du parti, sera élu, et ça donne beaucoup d'enjeux ensuite sur comment va être composé ce groupe et les mouvements tout au long du quinquennat, parce qu'il y a aussi des députés qui peuvent changer de groupe au cours du quinquennat, et ça on peut le rappeler, l'image là en instant T ne sera pas celle dans 3, 4 et 5 ans. Énorme sur la NUPES, énorme regret sur la NUPES, sur notre département. On pense notamment évidemment à François-Xavier Wein sur la 4e circonscription. Écoutez, sur le département, je pense que les scores étaient quand même relativement intéressants. Ils sont relativement cohérents avec ceux des régionales il y a un an, à peu près une vingtaine de pourcents, parfois 25 dans des villes comme Épinal. Ça représente quand même une attente de l'électorat, de mesures sociales fortes, de mesures environnementales fortes, de mesures de rapprochement des services publics, des mesures économiques pour le tissu des petites entreprises et des moyennes entreprises sur le territoire, etc. Et donc, c'est des résultats moi, que je jugerais encourageants. On a réussi à faire une union sur le département, à voir comment ça va évoluer ensuite. Et en tout cas, je pense que si ça évolue, ça doit se faire dans le respect, bien sûr, de toutes les sensibilités. Et puis réussir à se doter aussi d'une connaissance fine du territoire, parce que on doit pouvoir faire émerger des gens qui connaissent bien leur territoire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec... je pondérerais un peu le fait qu'un député doit connaître son territoire à 100%. Oui, il doit le connaître, mais un député, c'est d'abord un élu de la nation. Il doit se prononcer sur des lois nationales. Donc, ce n'est pas un élu de proximité. On a trop tendance à le cantonner dans un rôle d'élu de proximité. Non, c'est un élu national qui peut aussi faire de la proximité, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir local. Il doit connaître sa circonscription, connaître les attentes des Français qu'il représente, de ses électeurs, et transcrire ça en loi à l'échelle nationale. On doit aussi pouvoir faire de la politique locale. Pardon ? Ça fait partie de nos différences. Moi, si le parlementaire n'a pas dans ses tripes son territoire, c'est justement le gros problème qu'a la France aujourd'hui. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui sont complètement déconnectées de la réalité de la vie. Le sénateur est un parlementaire, le sénateur est un élu du territoire, et donc vous faites bien de dire que certains parlementaires doivent être des élus du territoire. Les députés, ce sont des élus de la nation. Voilà. Donc on représente un territoire, on le voit. Je me suis largement opposé au parachutage du Front National sur la 2e circonscription. Je trouve que c'est aberrant qu'un élu qui ne connaisse absolument pas son territoire et qui nous vienne de Paris fasse un score aussi important, et ça doit nous interroger beaucoup. Par contre, bien sûr, un élu doit connaître son territoire, mais il ne faut pas oublier que ça soit un élu national, et je pense que trop souvent on simplifie ça, et des électeurs, des électrices ne comprennent plus forcément les enjeux entre un député, un élu de la nation, un sénateur qui est un élu énormément de travail par rapport à cela. Et par exemple la région ou le département qui eux sont des élus locaux. On l'a vu notamment évidemment dans nos témoignages en début d'émission. Lounard Clerc, merci beaucoup, et je me permets de préciser tout de suite que justement David Valence est qualifié est élu député donc pour la majorité présidentielle avec quelques 300 voix. Lounard Clerc, merci beaucoup de votre venue sur notre plateau. Nous avons Christophe Nejlen qui nous attend et qui va venir prendre votre siège. En attendant, on se revoit si vous voulez bien. Les résultats, merci Lounard Clerc, au plaisir. C'est dommage, j'aurais aimé débattre sur l'APS parce que on y reviendra. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette... On y reviendra. Et on regarde les résultats, on se refait un petit tour de la après. Merci beaucoup Lounard Clerc. À bientôt. Il va y avoir des débats cette année. On était en direct. Allez, les tableaux, on reprécise évidemment la victoire de Stéphane Viry sur la première circonscription, celle d'Épinal, avec 67,23% des voix, face à Amy Moons du Rassemblement National, 32,77%. Amy Moons qui avait réalisé au premier tour, je vais vous donner le chiffre, 20,50%, soit 12% de plus. Mais ce qui est important évidemment, c'est le nombre de voix. On va regarder tout cela en détail très rapidement. Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges, pardon. David Valence, l'emporte avec 50,55% seulement des voix. Gaëtan Dussaucet, 49,45%. Gaëtan Dussaucet qui avait fait au premier tour, je vais vous donner le résultat, 28,73% et David Valence, 30%. Donc 20 points gagnés pour David Valence et Gaëtan Dussaucet, vraiment challenger de David Valence sur cette deuxième circonscription avec quelques 400 voix d'écart. On va avoir le chiffre plus précisément dans quelques instants. Troisième circonscription, David Nejlen vient
vient de nous rejoindre. Non, Christophe Nejlen. Christophe, je me mélange. Christophe Nejlen, ravi David de... Nejlen, c'est mon frère, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Christophe Nejlen de nous rejoindre. On va justement regarder votre résultat si vous voulez bien. 74-27%. Bon, votre victoire faisait peu de doute, on est bien d'accord. Pierre-François, 25-73% sur la 3e circonscription, celle de Remiremont. Et on jette un coup d'œil de nouveau sur les résultats de la 4e circonscription avec Jean-Jacques Gauthier, le député sortant Les Républicains, réélu avec 52%. Sébastien Imbert, le secrétaire départemental du Rassemblement national, 48%. Sébastien Imbert qui avait fait 26% au premier tour. Bonsoir Christophe Nejlen. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Un petit mot sur votre victoire. Elle faisait peu de doute, on est bien d'accord? Non, c'est pas qu'elle faisait peu de doute. Vous savez, 47% Christophe Nejlen au premier tour. Oui, non, mais une élection, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, je crois que si on regarde les résultats nationaux, ça confirme plutôt la vision que j'ai d'une élection. Après, c'est 5 années de travail quotidien qui payent aussi. Pendant 5 ans, j'ai été aux côtés des habitants de la circonscription. J'ai porté la voix des Vosgiennes, des Vosgiens à l'Assemblée. Et moi, je tiens vraiment à remercier les électeurs de la 3e circonscription des Vosges pour cette confiance qui est une confiance qui m'honore et qui m'oblige pendant ces 5 prochaines années à encore faire pareil et voire même faire plus et faire mieux. Vous êtes le candidat le mieux élu pour ce scrutin. On va tout de suite voir quelques images de votre QG au moment de l'annonce évidemment de votre victoire. Christophe Nejlen, donc vous allez réintégrer l'Assemblée nationale. Donc des images de Denis Lequesne. Votre sentiment sur les autres circonscriptions, Christophe Nejlen? Très honnêtement, j'ai pas pu voir exactement. J'ai vu que Stéphane avait été réélu de manière assez large aussi et que c'était très compliqué, ou en tout cas très serré dans la 2e et dans la 4e. Mais encore une fois, vous savez, moi pendant 5 ans, je me suis occupé de mon territoire, pas de celui des autres, et les résultats que je regarde particulièrement, c'est celui de la 3e circonscription des Vosges. Les autres, je n'habite pas dans cette circonscription, je suis totalement incapable de vous dire comment ils ont fait leur campagne. Donc voilà, après les résultats sont ce qu'ils sont et c'est la beauté de la démocratie. C'est les électeurs et les habitants de ces circonscriptions-là qui ont parlé. Élodie Derdal, notre constitutionnaliste du soir, a une question, a une interrogation qui la taraude depuis le début de l'après-midi. Ça va être votre position à l'Assemblée nationale. Vous êtes aujourd'hui membre du groupe UDI indépendant. Quid de l'avenir, puisque ce groupe, Élodie Derdal, a volé un petit peu en éclats? Beaucoup d'éliminés au premier tour, certains étaient en ballottage plutôt défavorable, d'autres sont partis voir d'autres horizons, si je puis dire. Et je ne sais pas ce soir qui est élu parmi les membres de votre groupe UDI. Dans l'hypothèse, dans l'hypothèse où vous n'atteignez pas le fameux quota, le fameux seuil de 15 élus UDI, dans quel groupe pensez-vous éventuellement siéger? Il y a plusieurs possibilités. Vous savez, il y avait d'autres petits groupes à l'Assemblée nationale, comme Liberté Territoire, avec Bertrand Pancher, qui vient d'être élu, divers droite, je crois 55-45, député de la Meuse, où il y a un certain nombre de députés de ce groupe-là qui ont été réélus, et en mixant les deux, plus d'autres divers droites qui ont été élus, je pense à Véronique Besse en Vendée et d'autres. On a la possibilité de faire un groupe de 15. Dans les Outre-mer aussi, on a un certain nombre d'indépendants et de divers droites qui ont été élus. Donc c'est la première hypothèse. Et il y en a plein d'autres qui sont possibles. Quelle va être votre position? On sait que vous êtes... c'est exactement ce que je viens de dire. Oui, mais je veux dire... Concrètement, ça va être du cas par cas. Concrètement, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. La possibilité de constituer dans tous les cas un groupe qui soit force de proposition, un groupe, et comme je l'ai fait pendant 5 ans, dès lors que les textes iront dans le bon sens, moi j'ai aucun problème à les voter. Et peu importe d'où ils viennent. Peu importe qui propose ce texte, s'il va dans le bon sens, je le voterai avec plaisir. Et je m'opposerai avec force et je m'opposerai avec vigueur dès lors que le texte ne sera pas dans le bon sens, ne sera pas dans l'intérêt non seulement du pays, mais aussi du territoire de la 3e circonscription des Vosges. Et dans l'idéal, quelle est la commission dans laquelle vous aimeriez siéger? Il y en a plusieurs. Vous savez, j'ai fait 2 ans et demi aux affaires étrangères, j'ai fait 2 ans et demi aux finances, et en fin de compte, étant donné qu'il y avait tous les projets de loi de finances rectificatifs, j'ai autant fait de projets de loi de finances que si j'avais
était un mandat complet aux finances. Donc après, vous savez, il y a la commission de l'éducation, culture, sport qui peut être intéressant. On a des problématiques éducationnelles aussi sur le territoire qui sont intéressantes. La commission de la défense peut aussi être une commission extrêmement intéressante. Mais presque toutes les non, il y en a 8. commissions. Il y en a 8, j'en ai cité que 2. Donc ça fait un quart. Mais il y a aussi transition écologique, développement durable. Il y a la commission des lois qui est très intéressante. Donc en fait, moi, c'est pas la commission dans laquelle on va qui est importante, c'est ce qu'on y fait à l'intérieur. Donc non seulement ce qu'on fait à l'intérieur de cette commission, mais comment après, dans les textes, dans l'hémicycle, on porte une certaine voix. Donc pour moi, je dis pas que c'est secondaire, loin de là, mais peu importe la commission dans laquelle je serai, ça ne m'empêchera pas de faire le même travail que j'ai fait depuis 5 ans. Et si vous aviez une proposition de loi à faire, vous l'avez déjà fait, quel serait Elle a été même votée. Oui. Vous savez, moi j'ai des dossiers que je veux vraiment porter maintenant que je sais que je suis réélu, les termes de plombière. Pour moi, dossier extrêmement important, avec qui j'ai déjà énormément échangé avec le préfet. Il est prévu de rencontrer des personnes, des ministres et le gouvernement sur ce sujet et vraiment de trouver une solution parce que ça impacte tout le bassin de vie. Bien entendu, la santé, l'hôpital de Remiremont. Une proposition de loi qui est très simple. La taxe à l'essieu, payée par les transporteurs français, qui n'est pas payée par les transporteurs étrangers. Je veux dire, cette taxe-là, elle sert aussi à l'entretien des routes. Moi, c'est quand j'ai fait mes réunions publiques que j'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet-là avec des personnes. J'ai rencontré plus de 800 personnes pendant ces réunions publiques. Mais moi, je trouve que c'est une aberration qu'une taxe française impacte beaucoup plus les transporteurs français et n'impacte pas des transporteurs étrangers qui pourtant utilisent les routes et ils les prennent forcément pour aller en Espagne ou au Portugal ou dans le sens inverse. Donc des mesures de bon sens qui seront dans l'intérêt des Françaises, des Français et des habitants de la circonscription. On a un certain nombre d'entreprises de transport dans la circonscription. Christophe Najlen, Élodie Derdal, Daniel Gremier, je vous donne les chiffres de la participation. La participation, je ne sais pas si on a un tableau ou pas, mais en tout cas, elle s'élève pour ce second tour à 49,33%. 43,23%. 43,23%. Les 49%, c'était au premier tour. 6 points de moins, Daniel Gremier, 6 points de moins de participation. On s'en doutait, on le savait, il y a systématiquement ou quasi systématiquement une participation moindre entre le premier tour et le second tour. Ça prouve encore, et me semble-t-il, en 2017 c'était 5 points de moins, là ça fait 6 points de moins de participation. Oui, ça rejoint ce que j'ai évoqué déjà dans mes commentaires le soir du premier tour. Je crois qu'on a un vrai sujet aujourd'hui d'intérêt du citoyen à la question politique. Et aujourd'hui, on résume trop la question politique. Et je suis désolé, je vais revenir sur le débat, le grand débat médiatique national. C'était Macron-Le Pen. Je suis désolé. Or, le sujet, il ne se résume pas à ça. La question, et c'est ce qu'a expliqué Christophe à l'instant, lorsque vous êtes proche des gens, c'est bien d'autres choses qui vous parlent, parce qu'il y a des sujets. Donc aujourd'hui, il faut retrouver du militantisme, et je pense qu'il est absolument nécessaire de retrouver une forme de dialogue et d'intérêt de la jeunesse, parce que les textes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils forgent quand même le pays de demain, ils forgent la France de demain. Et il est très important que cette jeunesse s'y retrouve, qu'elle y participe, qu'elle soit actrice des choix qui sont faits pour notre pays. Et quand on voit, alors je ne sais pas si vous avez le pourcentage de taux de participation de la jeunesse, est-ce qu'il s'est accru au deuxième tour ou est-ce qu'il a continué de descendre dans les mêmes proportions que le chiffre que nous venez de donner? Effectivement, le problème de la participation au vote est un vrai sujet. Donc il y a un questionnement, et aujourd'hui on raisonne trop au niveau politique, quelles que soient les sensibilités politiques, aux têtes que l'on voit à Paris. Il faut débattre, on n'est pas uniquement pour enregistrer une bonne parole. Il faut que le terrain apporte aussi, forge la parole qui sera portée
Et je crois qu'aujourd'hui, et à titre personnel, c'est comme cela que je le conçois. Moi, au niveau des LR, je me rends complètement disponible pour continuer d'échanger, pour construire le futur, parce que ce futur, il se profile déjà. La vie est très courte, tout va très vite, tout s'accélère. Et construire ce futur, ça veut dire passer du temps à dialoguer, à échanger, à s'enrichir des positionnements des uns et des autres. C'est ça la vie démocratique. Et c'est comme cela que vous retrouvez un intérêt au niveau du taux de participation. Daniel Gremier, j'ai annoncé 49%, c'est 46,68%. J'ai annoncé 43%, c'est 46,68%. Et on va dire 46%. 43%, c'est le nombre d'exprimés. Et à noter que la participation la plus faible, c'est une partie de la réponse à la question que vous venez de poser, elle est sur Épinal, 44%, et la plus forte, elle est quelque part dans la plaine, avec 49%. On parle de la circonscription, évidemment. Circonscription d'Épinal, 44% de participation seulement, et circonscription de Neufchâteau, 49,17%. Si vous voulez bien, on écoute la réaction de Stéphane Viry, député sortant réélu sur la circonscription d'Épinal, au micro d'Anne Esgall et Hélène Leplat. Je suis avec Stéphane Viry, en effet, bonsoir. Bonsoir. Donc vous l'avez remporté face à Amy Moons avec plus de 11 000 voix d'avance. D'abord, votre réaction face à ce résultat? Écoutez, une satisfaction, une marque de responsabilité. Les électeurs ont souhaité que je prolonge la façon d'exercer cette fonction de député des Vosges. Rien n'était acquis au début de cette élection. Le contexte politique n'était pas forcément favorable pour le camp politique que je peux incarner. Moi, j'avais un certain nombre d'incertitudes et à l'atterrissage de tout cela, on s'aperçoit qu'il n'y a pas photo et qu'une très grande majorité des électeurs, des Vosgiennes et des Vosgiens, m'ont demandé de continuer et m'ont apporté leur confiance. Donc ce soir, une forme de satisfaction, c'est vrai, pour mon équipe et pour moi. Vous disiez par rapport aux législatives de 2017, il y a beaucoup de voix en plus, c'est assez significatif d'ailleurs. C'est pour moi la donnée la plus importante. Je fais 5000 voix de plus qu'au deuxième tour de 2017, ce qui signifie que j'ai réussi à convaincre une partie des Vosgiens et des Vosgiennes que j'étais un député de terrain, que j'étais un député actif et que j'étais là, qu'il était plutôt utile de me confier la charge de les représenter. Donc 5000 voix de plus que mon score en 2017, c'est pour moi ce soir le chiffre qui me touche le plus. Mais je mesure la responsabilité qui va derrière, hein. C'est pas un chèque en blanc qui m'est fait ce soir, c'est le commencement de quelque chose. Justement, voilà, nouveau mandat, départ pour un nouveau quinquennat. Comment vous l'envisagez alors à l'Assemblée nationale? Écoutez, je l'envisage dans l'action, naturellement, dans l'action à Paris et dans l'action dans les Vosges, avec la même méthode, être proche des gens, aller sur le terrain, les écouter, faire avec eux, les associer, tout cela autour d'une colonne vertébrale politique assez forte, sur le respect, sur le travail, sur la nécessité de retrouver une cohésion nationale, sur un quinquennat qui, je crains, sera rude pour le pays et avec des enjeux majeurs. Alors je l'envisage de la façon la plus utile possible. Il semblerait, à l'heure où on se parle, que le président Macron n'ait pas réussi son pari d'avoir une majorité absolue pour lui. Il va devoir donc trouver la solution pour gouverner le pays. On verra bien donc dans les heures à venir comment tout cela va se dessiner et comment il faudra avoir un esprit de responsabilité, parce que l'idée c'est que la France avance. L'idée c'est pas de bloquer le pays. En tout cas moi, tel est mon leitmotiv, telle est ma pensée ce soir. Allez, Stéphane Viry, 67% donc sur la circonscription d'Épinal. Christophe Naegelen, vous êtes pote, je me permettrai de dire avec Stéphane Viry. Vous avez fait mieux que lui, 74%? Oui, ça va être une petite boutade entre vous? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que vous savez, voilà, les élections sont passées. Pour moi, c'est un vrai motif et de satisfaction et de fierté. Mais vous savez, plus le score est grand, plus il appelle une grosse responsabilité aussi. Et donc pour moi, je vois plus ça comme une très grosse responsabilité, cette volonté de ne pas décevoir, cette volonté de faire le travail au quotidien. Stéphane Viry, il est encarté, les Républicains. Vous ne l'êtes pas, mais vous avez énormément de points communs, la même façon de travailler. Vous savez, moi je vais vous dire, je vais reprendre ce que disait Daniel. Moi, c'est quelque chose qui a le don de m'exaspérer. On vous parle toujours des étiquettes? Oui, c'est les raccourcis que font les médias. D'ailleurs, ça tombe bien, il y avait des journalistes qui avaient fait il y a quelques mois de ça, en disant tous les deuxièmes tours des Vosges, c'était NUPES contre Rassemblement National ou NUPES contre France Insoumise. Aucun NUPES dans les Vosges au deuxième tour. Un
de la majorité. Non, mais c'est toujours facile de faire des prédictions avant et d'en faire des gros titres dans les journaux. Et on voit derrière le résultat, on est complètement l'opposé et vous n'êtes tenu responsable de rien. Tout comme les statistiques au niveau national, une élection législative, c'est avant tout la rencontre d'habitants d'une circonscription avec leur élu ou avec leur candidat. Vous faites des statistiques nationales qui n'ont ni queue ni tête par rapport aux réalités du terrain. Projection nationale. Donc à un moment D'où donné... l'intérêt, si je peux me permettre, d'avoir des informations locales. On y est très attaché. Voilà, c'est ce que vous avez évoqué, exprimé, Daniel Brognier, en début d'émission. C'est pour ça que faire des raccourcis d'étiquettes, c'est des questions de personnes, c'est tout. Mais pour autant, on le voit, les étiquettes, elles vont structurer le travail parlementaire. Quand on voit la répartition des sièges demain à l'Assemblée nationale, les négociations, les tractations vont être extrêmement nourries, extrêmement intenses, Élodie Derdal. Oui, parce que là, on assiste ce soir à un événement institutionnel extraordinaire. Et là, j'avoue que la constitutionnaliste que je suis est tout étonnée. C'est la fin du fait majoritaire, ce qu'on appelait le fait majoritaire. À savoir la majorité des 289 sièges à l'Assemblée nationale. Une majorité relative, mais très très proche de la majorité absolue. Ça a volé complètement en éclats. Là, c'est la stupeur. Hein. Nous sommes tous étonnés. Quelles que soient d'ailleurs nos opinions politiques de droite, de gauche, du centre, on est tous étonnés de ces résultats. Et je vous proclame le retour de la 4e République. D'accord. D'une certaine manière. Je me souviens d'un député que j'ai très très bien connu, qui s'appelait Coco Spiller. Et en 88, il n'y avait pas de majorité absolue. Elle était faible. Elle était faible. Et c'était les non-inscrits. Votre parrain en politique. Lui, plus que mon parent politique, j'ai repris son entreprise et repris son mandat 25 ans plus tard. Et c'est que ce soit Marguerite, Coco est décédé maintenant depuis bien longtemps. Et professionnel. Mais non, il est décédé. J'étais très jeune, donc pas forcément parrain, mais en tout cas une vision de ce que doit être l'engagement public, en effet que je partage totalement. Et à l'époque, c'était les non-inscrits qui faisaient la bascule. Les non-inscrits, pas un groupe parlementaire ou un autre. C'était vraiment les non-inscrits. Et dans les projections que vous passiez, je crois qu'on montre 30 non-inscrits, à peu près une trentaine de divers. Donc il faut voir aussi comment seront répartis les républicains, parce qu'ils n'ont pas non plus forcément toute la même vision des choses, donc comment sera constitué ce groupe. Donc c'est pour ça que attendons déjà d'avoir les résultats définitifs, plutôt que de faire encore des plombs sur la comète, qui à la fin, on se rendra compte qu'on a eu tout faux et on sera obligé de revenir en arrière et de se dire tiens, finalement il faut faire différemment. On écoute, si vous voulez bien, Sébastien Imbert, donc en sa qualité de secrétaire départemental du Rassemblement national, qui nous livre une petite analyse de l'échec du Rassemblement national sur les 4 circonscriptions. Sébastien Imbert au micro d'Anaïs Gall et Hélène Leplat. De manière générale, effectivement, il y a des résultats qui sont logiques. On sait qu'il y avait plus d'enjeux dans la 4e et dans la 2e, mais il y a une chose qu'on peut dire à l'échelle du département, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est bien implanté dans les Vosges, va continuer son implantation dans les élections intermédiaires qui auront lieu, et nous espérons par la suite continuer à obtenir des élus dans le département qui continueront eux aussi à se battre pour nos territoires, parce que c'est la seule chose qui guide notre engagement. Allez, Sébastien Imbert, donc le secrétaire départemental du Rassemblement national. On n'a pas encore beaucoup commenté le résultat donc de Gaëtan Dussaucel, parachuté sur la circonscription de Saint-Dié-des-Vosges. On va y venir dans quelques instants certainement. On écoute, si vous voulez bien, Christophe Nechelen, ça va vous intéresser au premier rang, la réaction de Pierre-François, votre challenger sur la 3e circonscription. Je suis effectivement avec Pierre-François, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous avez été battu par Christophe Nechelen assez largement. Tout d'abord, quelle réaction par rapport à ce score? Oui, donc arithmétiquement, il y avait quand même 30 points d'écart. Donc je suis quand même très satisfait d'avoir rassemblé largement finalement, puisqu'avec les reports de voix, je pouvais espérer 20%. Donc là, on est quand même plus de 5 points au-dessus de ce que je pouvais espérer. Néanmoins, on est passé à côté de la victoire. Mais je suis plutôt satisfait d'un point de vue général. J'ai félicité le député sortant, qui était quand même sans étiquette, ou en tout cas, il était apparenté sans étiquette. Et puis... voilà, je pense que l'implantation se fera dans le temps, et puis je pense que je me représenterai à toutes les élections dans cette circonscription. Voilà, les bases sont lancées. Comment vous expliquez que ça ait peut-être moins pris dans cette circonscription que dans d'autres alors?
Je pense que c'est le candidat qui était en face de moi, qui rassemblait plus largement que moi en tout cas, qui avait fait donc un travail assez satisfaisant. Je pense que quand un député fait le travail, ça paye, on l'a vu avec lui, donc c'était assez difficile d'être en face. Néanmoins, j'estime avoir relevé le défi, c'était pas simple, et puis je suis plutôt fier de ce que j'ai fait finalement, et c'est bien aussi qu'il ait une petite opposition, à montrer qu'il ne fait pas unanimité non plus. Christophe Najlen, une réaction aux commentaires, à l'analyse de Pierre-François qui a fait 1000 voix de plus entre le premier, un peu plus de 1000 voix, entre le premier, 1400, oui ça fait une petite différence quand même, entre le premier et le second tour, 1400 voix supplémentaires. Oui, et moi j'ai pas regardé par contre, je ne sais pas combien je fais de plus. Je ne sais pas non plus, on va nous le dire. C'est intéressant de comparer l'évolution, parce que 1400 voix, en fin de compte, ça ne veut rien dire du tout. Sur sa déclaration et sur cette perspective d'implantation, c'est ce qui nous reste à rappeler. Oui, je crois que la candidate Zemmour faisait 700 voix, je crois que la candidate Patriote faisait 447 voix, donc vous voyez 1200 voix en plus, grosso modo. Vous faites 6000 voix de plus. Voilà, donc grosso modo, lui a eu en plus les voix de la candidate Reconquête et de la candidate Patriote. Et moi, ce que je tiens quand même à dire que la campagne qu'on a menée avec Pierre-François a été extrêmement respectueuse. Et ça, c'est important. Je veux dire, il n'y a pas eu de coups bas, il n'y a pas eu d'invectives, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pouvait voir avec la candidate NUPES, qui était beaucoup plus vindicative avec tout le monde, mais qui l'était beaucoup plus, et on sentait que l'esprit, entre guillemets, n'était pas extrêmement bon. Béatrice Pira. C'était pas du tout le cas avec le candidat Rassemblement National, où on a eu, je vous dis, moi, plutôt une campagne, des échanges et des débats qui était plutôt correct. Daniel Gremillet, on n'a pas encore parlé du report de voix des électeurs qui se sont exprimés en faveur de la NUPES au premier tour. Qu'en est-il? Quelle lecture vous avez de ce report de voix? On le sait qu'au niveau national, la question était la suivante. Quelle proportion d'électeurs de la NUPES vont se tourner vers le Rassemblement national ou vers des candidats de la majorité présidentielle ou même des Républicains? La NUPES étant un rassemblement assez divers. Je pense qu'il y a... Avec certains un petit peu plus hargneux que d'autres, on va dire? Non, mais avec des positionnements, c'est pour ça qu'il est reparti, Lou Noirclair, mais on aurait pu débattre effectivement combien de temps ça va durer, combien de temps effectivement cette unité qu'ils ont su trouver, que je respecte, parce que je crois que là aussi, peu de personnes avaient imaginé qu'ils puissent trouver un accord aussi rapidement. Mais il y a tellement d'opposition dans cet accord sur des visions aussi stratégiques pour notre pays qu'effectivement, l'avenir va, à mon avis, nous apporter des éléments nouveaux sur la recomposition des sensibilités à l'Assemblée. 170 à 190 sièges à l'Assemblée nationale, oui. Ils ont véritablement une carte à jouer. Oui, sauf qu'à l'intérieur, et si vous prenez rien que sur le dossier énergétique que je connais un peu, quand vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre les différentes familles qui composent la NUPES, je pense que ça va être complexe. Vous leur souhaitez bonne chance, c'est ça? Je pense que ça va être complexe. Et ça va être compliqué pour la France, parce qu'il y a bien un point, et je rejoins complètement ce qu'a dit Christophe Najlen tout à l'heure, on a besoin d'avancer dans notre pays. Il y a eu 5 ans d'immobilisme, dossier énergétique, on paye cash les non-décisions qui ont été prises, qui n'ont pas été prises. Et là, sur les reports de voix, effectivement, les candidats de notre sensibilité sur l'énergie, sur des sujets du pouvoir d'achat, sur le sujet des retraites, ont des points de vue qui peuvent se rapprocher plus des uns des autres ou des composantes de la NUPES. D'où ces reports, effectivement. Qu'il va falloir étudier d'un petit peu plus près. Parce qu'il faut dire les choses aussi. Il faudra crever l'abcès un jour. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle, la NUPES rassemble aussi l'extrême gauche. Je le dis parce que... Vous utilisez ce terme? Mais oui, parce que c'est la réalité. Et aujourd'hui, le vrai débat aujourd'hui sur l'aspect de la recomposition politique fait qu'on a une nouveauté politique énorme qui s'est passée avec... et c'est pour ça que je suis très intéressé de savoir combien de temps ça va durer.
On va suivre tout cela de plus près au niveau national et au niveau local. Si vous voulez bien, on écoute la réaction du député LR sortant, Jean-Jacques Gaultier, donc réélu sur la 4e circonscription, 4e mandat pour Jean-Jacques Gaultier, le médecin biologiste vitellois. Donc 4e mandat avec un mandat entrecoupé d'un mandat du socialiste Christian Franqueville. On l'écoute. Jean-Jacques Gaultier, vous êtes réélu dans cette 4e circonscription avec un peu moins de 52%. Ça a été une victoire difficile, au forceps. Oui, c'est une grande satisfaction tout d'abord parce que c'était difficile, comme vous le dites. Hein, c'était une belle remontada. Mais dans un match, il y a 2 mi-temps et c'est une remontée à la force du jarret et du poignet. Ce n'était pas acquis. Je rappelle que dans cette circonscription, à la présidentielle, Marine Le Pen a fait 56%. 56% sur la circonscription il y a 1 mois et demi, et là, aujourd'hui, on inverse la tendance avec près de 52% des voix. Donc c'est une grande satisfaction parce que c'était difficile, mais aussi parce que je pense que c'était important pour représenter dignement notre territoire, pour porter les dossiers locaux et puis également au niveau national. Alors sur cette campagne, hein, moi j'ai vu un RN quand même très, très virulent, très, très polémique. J'ai vu des montages photos, des fake news, j'ai vu des mots employés, parler de raquettes, de mépris. Comment un candidat peut employer de tels propos à mon égard alors qu'il ne me connaît même pas, et je ne le connais pas non plus d'ailleurs. Bon, donc encore une fois, il a fallu rassembler au-delà de son camp, hein, et c'est ce que je veux, moi, représenter encore une fois l'ensemble des élus et des forces vives du territoire et pouvoir rassembler au-delà des clivages idéologiques, représenter encore une fois dignement ce territoire pour faire avancer les dossiers locaux et également pouvoir faire réformer le pays. Voilà, Jean-Jacques Gaultier, donc réélu député Les Républicains avec 52% contre 48% pour Sébastien Baird, qui va nous rejoindre en plateau dans quelques minutes en compagnie notamment de Stéphane Viry, le député Les Républicains réélu sur la première circonscription. Christophe Nejlen, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous rejoignez du monde en préfecture. Merci infiniment. Merci. On se retrouve très rapidement sur le terrain. Bientôt. Merci, au revoir. Élodie Derdal, vous me disiez pendant l'interview de Jean-Jacques Gaultier, ça va être ingouvernable. C'est votre projection? Ça va être épique. En plus, il faudra vraiment regarder le nombre de députés par siège, parce que là aussi, on n'est pas certain, par exemple, que le groupe LFI sera le premier groupe d'opposition. C'est possible que ce soit en réalité le Front National. Alors là, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale va présider la commission des finances. Je souhaite bien du courage à Monsieur le maire quand il devra présenter son texte de loi de finances rectificative. Ça va être sportif. Autre petite analyse assez rapide. Autre analyse assez rapide. Si le pays est vraiment bloqué, si les réformes n'avancent pas, il n'est pas exclu que le président de la République use de son pouvoir, et notamment tiré de l'article 12 de la Constitution, et que finalement, il va prendre un décret de dissolution de l'Assemblée nationale. Si vraiment c'est bloqué, le seul moyen de débloquer cette situation serait de recourir à une nouvelle élection. La dernière fois, c'était Jacques Chirac, et alors, ça avait débouché sur une cohabitation inutile. Sauf que cette dissolution était en elle-même inutile. Elle était à contre-courant. Les gens n'étaient pas dans la rue, il n'y avait pas de grève générale, il n'y avait pas de tension entre le gouvernement et le Parlement. C'était le moyen pour le président de la République de restaurer l'autorité de son Premier ministre Alain Juppé. Ça a été pour la droite une erreur tactique stratégique. Il a voulu dissoudre l'Assemblée nationale, il a dissous sa majorité. Et donc, depuis, beaucoup de présidents se sont dit surtout pas. S'il y a vraiment un blocage institutionnel, c'est-à-dire que le pays devient littéralement ingouvernable, une dissolution risque de s'imposer. On
on verra si l'avenir vous donne raison, Élodie. Pas tout de suite. Élodie Derdal. Allez, c'est assez complexe, mais évidemment, vous êtes là aussi pour nous donner quelques perspectives éventuelles. On écoute, si vous voulez bien, au téléphone, interviewé par Livia Buchler, un des représentants de la NUPES sur notre département. Je le répète, un NUPES 3e force à l'issue du premier tour de ces législatives, et éliminé avec 16% seulement sur la 4e circonscription. On écoute Pierre-François Wein. Non, Monsieur Wein. Le premier sentiment, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que j'avais très peur que la haine du Front National arrive dans notre circonscription. Le deuxième sentiment, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude parce que c'est le résultat de l'inefficacité d'une politique de M. Gauthier et j'ai bien peur qu'elle continue 5 ans de plus. On va surveiller ça de très très près, mais Jean-Jacques Gauthier, il faut être honnête, au niveau des propositions de loi, ces 5 dernières années, il a proposé 4 lois. C'est un député absent de l'Assemblée nationale, il est là que 8% du temps. C'est une réalité, alors c'est mieux que le Rassemblement national, c'est certain, mais c'est pas ce qu'on attend d'un député. Alors je n'ai pas encore les chiffres de la NUP, j'ai vu qu'on avait le député le plus jeune de France, qui est déjà très enthousiasmant. Je pense qu'on va véritablement être la première force d'opposition et que la majorité présidentielle ne soit pas une majorité absolue. Donc il va y avoir de vraies discussions à l'Assemblée nationale, ce qui nous a manqué depuis 5 ans. Et la NUP va véritablement avoir un rôle à jouer sur la direction de la politique de ce pays. Allez, autre témoignage tout de suite, on retourne en préfecture au micro d'Anaïs Gall et Hélène Leplat. Christelle Collin, la référente adjointe de la majorité présidentielle. Alors ce soir, vous avez réussi à sauver l'honneur finalement avec l'élection de David Valence qui s'est fait un petit peu attendre, mais ça s'est joué de peu, moins de 400 voix d'écart avec son concurrent du RN. Votre réaction déjà sur ce score qui est assez surprenant? Alors le score est surprenant, moi je suis ravie pour David, honnêtement il le mérite et je suis ravie, le résultat est là, c'est-à-dire que David est le député, donc je suis ravie pour lui. Après expliquer le score du Rassemblement national, quand je vois au niveau national, ils ont quand même 89 sièges. Et ça me fait frissonner. C'est quelque chose qui ne me réjouit pas, mais je suis très contente que David l'ait emporté ce soir. Même de peu, le résultat est là, il l'a emporté. Comment expliquer, au regard du coup des autres départements, que la LREM n'ait pas réussi à séduire dans les Vosges? Dans les Vosges, on a vu les résultats de l'élection présidentielle. Quand même, le Rassemblement national a fait des scores quand même importants dans les Vosges. Historiquement, c'est quand même un département qui est très marqué à droite, c'est-à-dire par les Républicains, par le Rassemblement national de plus en plus. Et c'est vrai que la REM a du mal à s'implanter, je ne vais pas vous dire le contraire, quoi. Pourtant, on propose quelque chose, on essaie de proposer quelque chose de nouveau, mais on voit quelquefois le changement, c'est pas si simple. Et pourquoi on peut imaginer quelle est la raison finalement? La raison, c'est sans doute que le désintérêt aussi de nos concitoyens vis-à-vis de la politique. La promesse de renouveau, est-ce qu'elle a été tenue? Moi, je me pose cette question. Et puis là, de toute façon, on a affaire à des élections législatives un peu particulières. On est quand même avec un président sortant. On voit bien la campagne qui s'est menée. On voit bien qu'en général, que ce soit les Républicains, les autres partis, c'était contre Macron. Il y a vraiment une campagne contre Macron qui n'a pas aidé de toute façon le mouvement à s'implanter comme il fallait dans les Vosges. Allez, Daniel Gremier, justement, vous étiez en train d'en parler. On va rebondir évidemment sur cette déclaration de la référente adjointe de la majorité présidentielle, non pas la majorité En Marche, mais Renaissance désormais. C'est clairement un camouflet pour la majorité présidentielle sur ce scrutin. C'est la certitude qu'il n'y a pas d'adhésion au projet du président de la République et qu'on paye cash complètement l'absence de débat démocratique sur cette élection présidentielle. C'est un rendez-vous important, une élection présidentielle. C'est des débats de respect et il n'y a pas eu de débat de respect. D'abord, on n'a pas fait le bilan de l'action du président sur son précédent mandat. Il ne fallait pas tout mettre sur le dos du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Certes, c'est dramatique ce qui est en train de se passer, mais la France, c'est aussi un sujet important. Il y a trop de sujets significatifs qui sont en train qui se profilent devant nous. Je le dis notamment par rapport à la jeunesse. Regardez, on est en train de rentrer dans une période inflationniste.
qui aujourd'hui dans notre société, et les jeunes, même les moins jeunes, la plupart des personnes qui sont en activité ont connu plutôt la déflation. Quand je suis rentré dans la vie active, on avait des prêts à des taux de 15%. Aujourd'hui, on était à des niveaux que personne... Et gérer un pays, gérer un ménage, gérer une entreprise, lorsqu'on est dans un système inflationniste, est complètement différent. Donc il se passe énormément de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on a laissé penser, et la période Covid a été dramatique pour notre pays, mais aussi on a laissé penser aussi l'argent un peu trop facile. Et cet argent, il y a une dette. Alors certes, l'inflation fait qu'on rembourse un peu la dette, mais malgré tout, pour que ce pays s'en sorte, n'oublions pas les difficultés en termes de pouvoir d'achat que rencontrent des ménages dans notre département, dans tous les départements de notre territoire. Il y a des vrais sujets qui sont là, qui sont devant nous, et on n'est jamais rentré dans le débat démocratique d'un pays comme la France, qui était aussi important au moment des présidentielles, et on le paye complètement au niveau des législatives. Et c'est pour cela que le département des Vosges se distingue du maire très significatif, et je félicite l'ensemble des 4 députés élus, parce qu'effectivement, c'est ce travail de discours de vérité. Ils n'ont pas été que sur un discours national. Non, l'existence, la richesse des territoires, il faut parler des territoires, il faut parler des femmes et des hommes des territoires. Et il y aura un travail vraiment complémentaire entre le travail sénatorial, effectivement, et le travail de l'Assemblée nationale. Et je vois là, à travers cette majorité qui n'est pas, qui va bien falloir trouver au niveau de l'Assemblée nationale, le rôle vraiment capital du Sénat sur tous les grands rendez-vous qui se profilent devant nous. Daniel Gremier, merci infiniment de votre passage sur notre plateau. On vous avait dit de venir une demi-heure, vous êtes resté un petit peu plus longtemps. Merci infiniment, j'imagine que vous allez retrouver du monde en préfecture. À très bientôt sur le terrain et en plateau. Je pense qu'on va faire en sorte d'organiser des débats. Il y avait un débat qui avait commencé avec Lou Noir-Clair d'Europe Écologie Les Verts en début d'émission. Merci beaucoup Daniel Gremier. Et merci à vous parce que c'est important les sujets qu'on aborde d'une manière très simple dans notre département, et merci à Vosges TV. Eh bien écoutez, on fait notre métier tout simplement. Merci infiniment. Pendant qu'on accueille Stéphane Viry et Sébastien Albert qui va nous rejoindre en plateau, on se refait un petit tour des résultats. Allez, direction la première circonscription des Vosges avec bien sûr la victoire. Daniel Grumier, vous pouvez y aller, pas de souci. La victoire, merci infiniment, la victoire de Stéphane Viry, donc député des Républicains sortants qui s'impose avec 67% contre 32% pour Amy Moons, la toute jeune candidate inexpérimentée du Rassemblement national qui engrange toutefois 32% des voix. Deuxième circonscription, David Valence l'emporte tout juste, je vais me permettre de le dire encore, tout juste 50,55% face au candidat du Rassemblement national, le parachuté Gaëtan Dussaucet, 49,45%, un score qui va faire couler beaucoup d'encre, qui va beaucoup faire parler sur la Déodacie et sur notre département, c'est à n'en pas douter. Deuxième circonscription où il y a eu un taux de participation de 47%. Allez, la troisième circonscription, nous avions Christophe Nejlen, donc il y a quelques instants sur notre plateau, donc largement réélu avec 74% des voix. Pierre-François, qui a promis tout à l'heure de rester sur la circonscription, a fait 25%. Et on finit donc avec la quatrième circonscription, celle de Neufchâteau. Jean-Jacques Gauthier, le député LR sortant, réélu avec 52% des voix, j'arrondis un petit peu, et Sébastien Hébert, qui va pas tarder à nous rejoindre en plateau, 48%. Un score, là aussi, qui va faire couler beaucoup d'encre ou mobiliser beaucoup de temps d'antenne aux télévisions, et certainement la nôtre en particulier. Élodie Derdal, je vous lance un petit peu en attendant la venue de Stéphane Viry et de Sébastien Hébert sur notre plateau, sur de nouveau ce score inédit du Rassemblement national sur notre département. Malgré tout, il y a toujours ce fameux plafond de verre. Il y a toujours ce fameux... Mais on s'approche très franchement des 50%. Il grignote insensiblement, effectivement, il s'ancre de plus en plus, mais alors effectivement, ils ont réussi à être qualifiés au second tour et finalement, ils ont tous échoué. On peut penser qu'ils ont échoué en grande partie
en raison de l'ancrage territorial de leurs 4 challengers. C'est certainement la prime Allez, Sébastien Imbert, installez-vous. À la notabilité, le fait d'être connu, d'être ancré, d'être élu également par ailleurs, et puis d'avoir pour certains évidemment un bilan concret à présenter. Et alors ça marche sur la première, la troisième et la quatrième. Sur la deuxième circonscription, celle de Saint-Dié-des-Vosges, il y a une véritable question. On va en parler dans quelques instants avec Sébastien. Avec 56% de suffrage pour Marine Le Pen au second tour, il est très clair que cette deuxième circonscription était prenable. Et je pense que c'est pas pour rien si évidemment Gaëtan Dussaucet avait été parachuté chez nous. Je pense que le RN peut être heureux à l'échelle nationale, mais très déçu au niveau local. Sébastien Imbert, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous étiez il y a quelques instants en préfecture. On a entendu votre première réaction. On va peut-être la réitérer. J'imagine satisfait au regard de la forte poussée, bien sûr, de vos candidats et de vos résultats sur l'ensemble des 4 circonscriptions, mais forcément déçu parce qu'aucun qualifié, aucun élu. Alors effectivement, oui, de la déception parce que derrière, il y a un investissement de longue date, si je peux dire, sur la 4e circonscription, par exemple, en ce qui me concerne. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je travaille mon implantation sur cette circonscription. Je ne l'ai pas rappelé, mais on va dire tout de suite que vous êtes conseiller municipal à la Vosges-les-Bains, que ce n'est pas votre premier scrutin, bien sûr, sur cette circonscription, municipale ou cantonale. Voilà, c'est ça. Et puis, effectivement, une bonne connaissance des dossiers de la circonscription, contrairement à ce que pouvait colporter mon adversaire pendant toute la campagne, parce que c'est des dossiers sur lesquels je me suis aussi battu en tant que conseiller régional. Et derrière, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y avait une attente, un espoir immense des habitants, notamment des zones rurales, sur ma candidature, et que quelque part aujourd'hui, ce soir, ils sont orphelins d'un représentant RN qui aurait pu porter la voix des Vosgiens à Paris. Parce que c'est à eux que je pense aujourd'hui. Effectivement, les scores ont été serrés. Je crois que la bascule s'est faite dans les zones un peu plus urbaines. Mais ça ne va pas résoudre le problème du manque d'écoute de ces territoires ruraux. C'est le cas sur Saint-Dié-des-Vosges, par exemple. Sur la deuxième circonscription, c'est clairement les résultats sur Saint-Dié-Ville qui ont été en faveur de David Valence, élu, je le rappelle, avec seulement 50,55% des voix. Eh bien, ça tombe bien. Écoutez, on revient vers vous tout de suite, si vous voulez bien. David Valence, on l'a au micro de Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel, donc depuis Saint-Dié-des-Vosges. David Valence, alors élu député de la deuxième circonscription des Vosges, avec 300 voix d'avance seulement. 342 voix d'avance en effet. Je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est le résultat. Et ce que je vois, c'est qu'on l'a emporté, y compris dans des petites communes rurales, à Luce, à Lubine, au Roulier de Vendbruyère, à Dossel, à Chenilménil. Et dans les communes importantes de la circonscription, hormis Saint-Dié, c'est souvent le Rassemblement national qui l'a emporté. Je pense à Raon-l'Étape, je pense à Anoult, je pense à Moyen-Moutier, qui sont deuxième, troisième et quatrième communes de la circonscription. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la nécessité exprimée par les citoyens de mieux expliquer. Et puis quand même, moi ce qui me frappe, c'est le fait qu'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Et donc ce résultat, moi je l'accueille avec beaucoup d'humilité. Parce que je sais à qui je le dois, à ceux qui se sont battus, à ceux qui m'ont soutenu, et beaucoup d'humilité parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le député de tous les habitants de cette circonscription et je dois me mettre en capacité de travailler avec tous. Est-ce que Paris, est-ce que la Première ministre vous a appelé, par exemple, ou est-ce que vous avez appelé Paris ? Moi, ce que j'ai regardé dans les minutes qui se sont écoulées, c'est surtout les résultats des communes qui arrivaient les uns après les autres. Et donc je suis absolument incapable aujourd'hui de vous dire qui m'a appelé sur mon téléphone parce que j'ai surtout regardé ce qui arrivait sur les fils de discussion. Moi, ce que je vois, c'est que notre pays va être difficile à gouverner avec l'Assemblée qui a été dégagée des urnes, où malgré tout la majorité présidentielle reste l'ensemble le plus gros numériquement, donc a vocation à gouverner le pays, mais dans des systèmes de compromis et d'alliances dont on n'a pour le moment pas l'habitude en France. Il va falloir les inventer.
Allez, David Valence, je pensais que Marie-Danielle Rogovitz, elle a parlé de Paris et je pensais qu'elle allait peut-être parler du secrétariat d'État au transport qui n'est toujours pas occupé pour l'heure. Et je précise qu'Elisabeth Borne est élue députée, donc évidemment elle va garder son poste de Premier ministre. Sébastien Bert, David Valence vient d'évoquer à l'Assemblée nationale. Percée historique du Rassemblement national au Palais Bourbon. Vous passez grosso modo de 8 à 90 députés. C'est historique. C'est effectivement historique et j'ai envie de dire c'est normal compte tenu des scores que Marine réalise à l'élection présidentielle. Et je pense que même si on avait une élection qui se jouait à la proportionnelle, nous aurions encore plus de députés parce que c'est ça l'intérêt aujourd'hui, c'est que si les citoyens se détournent des urnes, c'est parce qu'il y a une crise dans la représentativité. Je pense même qu'à l'échelle du département des Vosges, il est logique qu'un parti comme le nôtre qui arrive en tête et qui est peut-être même en tête aujourd'hui en termes de voix, si on additionne les 4 circonscriptions, c'est vrai qu'il serait logique qu'il y ait à minima un député Rassemblement national à Paris. Voilà. Sébastien Imbert, qu'est-ce que vous allez en faire de ces 90 sièges à l'Assemblée nationale? Comment vous allez vous positionner? Quelles vont être vos ambitions, tout simplement? Écoutez, comme on l'a rappelé tout au long de la campagne, c'était aussi un slogan. L'idée, c'était de ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, pour ne pas qu'il accentue la casse sociale qu'il a commencé d'opérer sur sa précédente mandature, pour se battre notamment aussi contre la retraite à 65 ans, pour agir en faveur de nos territoires ruraux. Voilà, ça va être du concret. Mais l'idée principale, c'est vraiment de ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, parce qu'il est vrai que si on prend des députés d'autres formations politiques comme les Républicains votent la majorité des textes de La République En Marche, et ce n'est pas forcément des textes qui vont en faveur de nos territoires oubliés de la République. 1140 voix d'écart sur votre circonscription, sur celle de Neufchâteau. 1140 voix d'écart avec Jean-Jacques Gaultier sur un total de quelques 30 000. Oui, alors. Qu'est-ce qui vous a manqué, Sébastien Imbert? Alors, ce qui m'a manqué, je pense, c'est finalement le vote urbain, c'est de convaincre dans les villes. Puisque je pense que voilà, Jean-Jacques Gaultier a fait le plein sur Vittel, qui est une commune où il est implanté. Je pense que l'électorat urbain est un petit peu moins dans le sens du Rassemblement national, parce que c'est un électorat qu'on considère de favoriser dans les politiques publiques, et ce qui est vrai, hein, on le voit, c'est toujours dans les gros centres-bourgs qu'on concentre l'essentiel des services publics, l'essentiel des activités économiques, et finalement ces territoires-là n'ont pas les mêmes difficultés que le reste de la population rurale, notamment sur la plaine des Vosges. Moi, j'ai par exemple aussi une pensée pour les habitants de Darney qui vont perdre leur bureau de poste dans les semaines à venir. Voilà, ça c'est du concret, et c'est ce que vivent les ruraux au quotidien. Sébastien Imbert, notre département sur pas mal de thématiques, la santé, l'économie est assez novateur, assez innovant pour la revitalisation ou le maintien d'un certain dynamisme dans le secteur rural. Je pense évidemment à Michel Fournier, hein, le président de l'Association des maires ruraux des Vosges, président national des maires ruraux, et qui en avait été l'instigateur au niveau national, au niveau local et au niveau national. Il a accueilli à 2 reprises, il a accueilli une fois, mais longtemps, Emmanuel Macron. Il était dans l'oreille d'Emmanuel Macron. Ça ne suffit pas, selon vous? Il faut aller encore plus loin dans le soutien des services publics, dans le maintien des services publics. Quelle est la thématique sur laquelle vous avez envie de travailler, et votre groupe travaillera au niveau national? Si vous voulez, effectivement, les maires ruraux n'ont obtenu que des miettes. Si on prend le calendrier rural, finalement, c'est pas un développement massif de la ruralité comme nous le prônons. C'est-à-dire que nous, on avait des mesures fiscales en faveur des entreprises qui souhaitaient s'installer dans les zones rurales. On avait, pour la question des déserts médicaux, on voulait mettre des fonds
très important dans ces territoires-là pour les revitaliser, parce que si les médecins ne s'y installent pas, c'est aussi par manque d'attractivité. Donc, les maisons de santé continuent de prospérer sur l'ensemble du département. Bien sûr, on a des créations de maisons de santé qui peuvent être une des réponses, mais moi, par exemple, en tant qu'élu de la Vosges-les-Bains, on a une maison de santé qui existe depuis quelques années, mais depuis quelques années, nous n'avons toujours pas réussi à recruter de médecins généralistes. Donc, c'est pas c'est pas une réponse à toutes les problématiques. Je pense que le manque d'attractivité d'un territoire fait aussi qu'il se retrouve se transforme progressivement en déserts médicaux. Quel médecin voudrait s'installer dans une commune qui perd progressivement ses services publics, peut-être demain un collège, peut-être demain une école, qui perd progressivement tous les services qui font que c'est un cœur de bourg attractif. Voilà, c'est ça finalement la problématique qu'on retrouve un petit peu partout dans la plaine des Vosges et même dans le département des Vosges de manière générale. Que répondre aux critiques nombreuses du parachutage de Gaëtan Dussaucé sur la circonscription de Saint-Dié-des-Vosges qui a malgré tout engendré 49,45% des suffrages? Ce que je remarque, c'est que Gaëtan Dussaucé, même s'il est arrivé assez tardivement dans le département des Vosges, il a réussi à écouter, à comprendre les enjeux de cette circonscription, les problématiques, les difficultés qu'avait la population de cette circonscription, ce qui n'est pas forcément le cas de David Valence, malgré le cumul des différentes fonctions qu'il a dans différentes collectivités. Je crois que ce qu'attendent les habitants d'un territoire, c'est qu'on les écoute, c'est qu'on soit présent. Moi, on m'a reproché avec tort de ne pas être présent, soi-disant, dans l'ensemble des réunions de la circonscription. Néanmoins, ça ne m'empêche pas d'être à la rencontre régulièrement des acteurs de nos territoires, des habitants à travers nos actions militantes, mais aussi en première ligne sur les dossiers à travers mon mandat de conseiller régional. Allez, je me permets de l'évoquer. Amy Mouns, fortement critiqué sur cette première circonscription, sur la première circonscription d'Épinal. Vous avez un souci avec certains candidats jeunes, inexpérimentés. Écoutez, c'est une problématique récurrente pour votre parti. On souhaite faire confiance à la jeunesse. Alors, moi je ne parlerai pas d'inexpérimentation. Je pense qu'on peut comprendre que lorsqu'on est sur un premier débat télévisé, une candidate qui n'est pas une professionnelle de la politique ni une professionnelle de la communication peut avoir le trac et puis peut avoir des difficultés à répondre à un certain nombre de questions. Je veux dire, c'est humain. Aujourd'hui, on ne peut pas à la fois reprocher à la jeunesse de se détourner de la politique, et lorsqu'on fait confiance à la jeunesse et que cette jeunesse-là veut s'engager, parce qu'il y a pourtant une véritable crise de l'engagement en France, critiquer l'engagement de la jeunesse. Non, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nos candidats continueront d'être accompagnés. Peut-être que nous mettrons l'accent sur un petit peu plus de formation également, mais aujourd'hui, il faut encourager la jeunesse à s'engager pour son pays, parce que voilà, seul l'intérêt de notre nation doit guider notre engagement. C'est ça qui est important. Élodie Derdal de 3 informations nationales que je vous donne. Quelques ténors de la majorité présidentielle sont évincés. Richard Ferrand, Christophe Castaner, Amélie de Montchalin, Stéphane Guérini. Qu'est-ce que ça dit, ça? je vois que vous faites Stanislas, pardon. Alors là, c'est pour le président Macron la cabane du chien qui lui tombe sur la tête. Excusez-moi cette expression triviale. Parce que je pensais justement à la difficulté de gouverner et à la difficulté de présider l'Assemblée nationale. Or, au sein de la Macronie, il faut bien penser qu'il y a peu de personnalités capables de tenir une Assemblée nationale aussi hétérogène. Or, il est fort à parier que le président Macron comptait sur le soldat Ferrand. Et là, on apprend que Richard Ferrand est vaincu. Donc là, ça pose un sérieux problème de casting pour le président. Je m'interroge aussi sur le cas d'Elisabeth Borne. Bien sûr, elle est élue, mais peut-elle être la chef du gouvernement, la chef d'une majorité à l'Assemblée nationale? Aura-t-elle l'expérience? Car jusqu'alors, c'est une technocrate, c'est son premier mandat électif. Et vous me dites également Christophe Castaner. Christophe Castaner. Qui était le président du groupe de La République En Marche. Ex-ministre de l'Intérieur. Ça fait beaucoup. Je pense... Et Amélie de Montchalin. C'était prévisible, ainsi que M. Guérini, Stanislas Guérini. Une info que
elle vaut ce qu'elle vaut pour l'heure. Jean-François Copé, un ténor des Républicains, appelle à une union avec la majorité présidentielle. C'était assez prévisible. Quand je vous ai dit c'est le retour de la 4e République. Mais au regard de ce que nous a dit Daniel Gremillet, on n'y est pas. Il y aura des tensions au sein des LR. La tentation sera peut-être grande pour certains de rejoindre la majorité présidentielle. D'autres vont dire non, il faut rester campé sur nos positions. Je pense notamment à François Baroin. On raconte que François Baroin, après l'élection présidentielle, avait dit à ses camarades qui étaient tentés d'une alliance avec Renaissance. François Baroin, maire de Troyes et ex-président des maires de France. Exactement. Avait dit, et très proche de Jacques Chirac, chiracien de la première heure, enfin de la première heure et de la dernière, François Baroin avait dit à ses camarades, attention, n'allez pas forcément voir Emmanuel Macron parce que, effectivement, si le RN progresse, qu'y aura-t-il comme rempart? Et donc, il y aura certainement des discussions très âpres entre LR pour savoir est-ce qu'on rejoint ou pas, ou est-ce qu'on va voter les textes au cas par cas. Là, honnêtement, je suis incapable de vous dire. Là, c'est... On va suivre tout cela de près, évidemment. Allez, direction Saint-Dié-des-Vosges, de nouveau le micro de Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel avec Gaëtan Dussosset. Alors, ces résultats dans un mouchoir de poche sur cette deuxième circonscription? Alors oui, vous l'avez dit, les résultats étaient très serrés. Je tiens à remercier d'ailleurs tous les électeurs qui nous permettent d'obtenir un score auquel on espérait même plus de notre côté. Malheureusement, il aura manqué quelques centaines de voix pour remporter le siège, mais je tiens à leur dire évidemment que si je félicite David Valence pour son élection, je lui dis aussi d'être prudent puisqu'il y a quand même énormément de demandes ici et on sait que la politique d'Emmanuel Macron va faire souffrir énormément les Vosges. J'espère que Valence défendra les Vosges à l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, on sera ici pour faire porter la voix de ceux qui peuvent être oubliés parfois. David Valence, nettement en avance sur Saint-Dié-Ville. Par contre, vous êtes en avance partout ailleurs, en tout cas en zone rurale. Oui, tout à fait. Les communes rurales nous ont placé largement en tête, le Rassemblement national et le projet qu'on a porté avec Marine Le Pen. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Si moi, je n'ai pas été élu, malheureusement, dans la deuxième circonscription des Vosges, je sais que j'ai un grand nombre d'amis et de collègues qui l'ont été, y compris dans la région Grand Est, au sein du Rassemblement national. Et je sais qu'ils auront à cœur d'essayer de réparer cette fracture entre les grandes villes et la ruralité. Donc moi aussi, j'essaierai d'influer auprès d'eux pour qu'ils n'oublient pas les Vosges et qu'on leur dise qu'on a besoin d'eux, on nous attend pour le coup. En cas de défaite, vous l'avez dit, je resterai dans les Vosges, je resterai à Saint-Dié. Alors vous allez tenir votre promesse? Bien sûr, je reste dans la deuxième circonscription des Vosges. Là, on a un message qui est clair de la part des électeurs, c'est travailler, il faut qu'on aille les chercher. Il a manqué encore quelques voix, quelques centaines de voix, certainement parmi les abstentionnistes pour remporter cette élection. Donc pendant 5 ans, on sera sur le terrain pour défendre ce qu'on va nous dire les Vosgiens et aussi mener l'opposition et rappeler les élus à l'ordre quand il le faut. Gaëtan Dussosset arrivé en seconde position derrière David Valence sur la deuxième circonscription sur un total de 31 304 voix très exactement, 342 voix de plus seulement pour David Valence. David Valence s'est exprimé tout à l'heure à ce sujet. Sébastien Imbert, Gaëtan Dussosset, donc le candidat parachuté, pardonnez-moi, on va utiliser ce terme toujours, sur la 4e circonscription, annonce rester sur continuer à être présent sur cette circonscription. Ce sera le cas? Écoutez, oui. Il va être observé de près. Il l'a dit dès le départ. Je veux dire, dès l'instant où il a fait sa première conférence de presse dans le département, il a dit qu'il allait s'y installer sur la durée. Alors, on n'a pas de raison de ne pas le croire. Je pense que voilà. On accueille Stéphane Viry, pardonnez-moi, on est en direct, voilà, un peu de courtoisie. Bonjour, bonsoir Stéphane Viry, bienvenue sur notre plateau. Allez Sébastien. Et donc le travail d'implantation va se poursuivre sur la deuxième circonscription. Évidemment. Alors c'est peut-être un petit peu tôt évidemment pour le dire, mais avec des ambitions pour d'autres mandats sur cette circonscription, sur cette Déodacie, sur ce Piémont. À partir du moment où on veut continuer de s'implanter, effectivement, il va falloir penser aux futurs scrutins locaux. Et je pense qu'évidemment, il y a des choses à faire parce que les habitants nous attendent. On pense évidemment au municipal. Et pourquoi pas les municipales? Sur Saint-Dié-des-Vosges. Je pense qu'il y a aussi une attente. Alors, mais ça, vous lui poserez la question. Je sais pas, voilà, je ne connais pas ses ambitions personnelles en termes de scrutins municipaux, mais évidemment que ça peut être un des moyens de continuer son implantation sur la deuxième circonscription. À suivre. Il va y avoir beaucoup de choses à suivre les prochaines années en matière de politique. J'ai envie de dire, là, la politique
revient avec un grand P. Il y avait eu le coup de tonnerre évidemment de l'élection d'Emmanuel Macron à la première présidentielle. Là, on va suivre attentivement et s'intéresser bien sûr à tout ce qui se passe plus précisément du côté de l'Assemblée nationale. Stéphane Viry, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous avez été donc réélu avec 67% des voix contre 32% pour Amy Moons du Rassemblement national. Commentaire, analyse? Voilà, c'est Large fait. victoire. Oui, c'est fait. Lorsqu'on se présente, on a toujours l'idée effectivement d'aller au bout. Étape après étape. L'étape pour moi, c'était déjà le premier tour. Essayer d'être en tête de façon assez claire, c'était le cas. Et désormais, dans ce deuxième tour, c'était effectivement l'idée d'avoir une confiance assez large de la part des électeurs. Donc, elle m'a été donnée ce soir. Donc voilà, un nouveau mandat s'engage. Donc, dès demain, dans l'action et en responsabilité. Voilà, l'élection est terminée. Je suis satisfait de cette victoire non équivoque. Après, je mesure effectivement la charge qui débute pour moi. Amy Moons, c'est qui gagne tout de même 12 points entre le premier tour et le second tour. Oui, mais ça, c'est pas surprenant. Il y a forcément, dans une élection comme ça, l'appât du gain pour un certain nombre d'électeurs qui ne s'étaient pas déplacés au premier tour, qui se disent « Tiens, c'est peut-être l'occasion d'exprimer ». Il y a forcément des reports de voix. Si on compare, effectivement, moi, j'observe que j'ai 5000 voix de plus au deuxième tour que mon résultat en 2017. C'est pour moi aussi un marqueur important. Ça signifie que mon message, ma façon de faire, la vision que j'ai de l'exercice du mandat de député a été compris par une frange assez massive des électeurs. Avec la participation sur la circonscription d'Épinal, la plus faible des 4 circonscriptions de notre département. Oui. Ça aussi, ça pose question? Oui, enfin, la 44%. question, elle est là depuis plusieurs scrutins, hein, notamment aux législatives de 2017. C'était pas non plus folichon. Il y a effectivement des électeurs qu'on a perdus durablement de ce système collectif par rapport à l'Assemblée nationale, par rapport aux élections législatives. Personne ne peut s'en satisfaire. Votre regard sur l'élection au niveau départemental. Vous êtes donc reconduit dans votre siège à l'Assemblée nationale avec Jean-Jacques Gaultier. David Valence, le candidat de la majorité présidentielle, enfin soutenu par la majorité présidentielle, est élu député sur la circonscription de Saint-Dié-des-Vosges. Et votre ami Christophe Negelen est reconduit également. Christophe Negelen, divers droite. Les Vosges demeurent un territoire de droite. De droite, on dit républicaine, on va dire de droite traditionnelle. Oui, c'était le résultat également des élections régionales, c'était le résultat également des élections départementales il y a un an, où globalement, là aussi, il y a des majorités très, très stables. Après, il faut admettre que le Rassemblement national suscite l'adhésion d'une frange de plus en plus massive d'électeurs et d'électrices vosgiens et vosgiennes, quel que soit le scrutin et quel que soit le programme et quel que soit le candidat. Bon, moi, ça m'interpelle, moi, ça m'interroge. C'est aussi... Quelle lecture vous en avez? Profitons-en. Quelle lecture vous en avez? Quel reproche Alors, peut-être s'agissant des élections législatives, encore pour certains, une méconnaissance du rôle et de la fonction du député. On essaie de lui assigner des missions, des tâches qui ne sont pas celles d'un député. On essaye, et je le déplore, de politiser l'élection, alors que pour moi, ce n'est pas une élection vraiment à connotation partisane. Bien sûr que les candidats doivent avoir un socle de conviction, mais moi je déplore... Avec cette singularité, effectivement, que les conséquences au niveau national sont d'une importance capitale. Mais moi, pour dire les choses, il y a des candidats ici qui ont besoin de mettre Marine Le Pen sur leur affiche, Emmanuel Macron, ou Éric Zemmour, ou Jean-Luc Mélenchon. Je le redis, ce n'était pas le troisième tour des présidentielles. C'était le choix d'un homme ou d'une femme pour incarner une fonction, pour représenter les Vosgiens et les Vosgiennes, par rapport à qui ils sont. Donc voilà, il y a une confusion qui est faite et tout ça, à mon avis, abîme ce qu'on doit attendre d'un député. Et Stéphane Viry, on voit le tableau, pardonnez-moi, on voit le tableau du poids des différentes familles politiques sur notre département, donc vraiment sur les 4 circonscriptions. 39% pour le Rassemblement national, 42% pour les Républicains. Divers droite, ben voilà, c'est Christophe Negelen, 17-35, et la majorité présidentielle ensemble, David Valence, Saint-Dié-des-Vosges, 13%. Ça fait des années qu'on parle de pédagogie, d'accompagnement. Est-ce que vous avez le sentiment que tout est clair? Est-ce que vous avez le sentiment que la façon dont le message est donné aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs de la presse, que tout est fait pour qu'ils comprennent les choses? Moi, je ne le pense pas. Que les candidats eux-mêmes soient parfois ambigus, qu'ils surfent parfois sur des méconnaissances, des approximations, parce que ça les sert, oui. Après, ce n'est pas la seule explication. Comment dirais-je, de ces votes de protestation. Il y a aussi une inefficacité
des résultats politiques dans la façon dont la France est portée et pilotée. Tant qu'effectivement il n'y aura pas de meilleurs résultats sur un certain nombre de thématiques, les Français ne seront pas satisfaits et auront l'idée de donner la chance à d'autres mouvements politiques qui ont d'autres solutions à proposer, même si ces solutions, je les considère comme étant pas crédibles et même dangereuses pour le pays. Donc il y a à la base, certes, un problème de conscience ou de culture politique par rapport à la fonction, mais aussi un problème d'efficacité dans les décisions. Et puis deuxièmement, peut-être un sentiment de déclassement, d'abandon, de désertification de la part d'une frange de la ruralité qui peut avoir le sentiment à tort, d'être oublié des décideurs politiques. On écoute Amy Moons, votre challengeuse sur la première circonscription d'Épinal. Amy Moons nous a rejoint à la préfecture. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous avez été battu par votre concurrent Stéphane Viry assez largement finalement. Quel commentaire vous faites de ce résultat ? Tout d'abord, je le félicite parce qu'il a quand même fait une belle campagne et je suis franchement très contente du score que j'ai fait, même si on s'en doutait un peu parce qu'il y avait quand même quasiment 6000 voix à rattraper, ce qui n'était pas impossible, mais quand même quelque chose d'assez dur. Et je me dis déjà, je suis passée au second tour, ce qui est déjà énorme puisque aucun candidat du Rassemblement national n'était passé. On est tous les 4 là au second tour, donc c'est déjà quand même quelque chose d'incroyable. Par rapport à 2017, vous voulez dire ? Oui, c'est ça, par rapport à 2017. Alors, malgré cette défaite, vous avez quand même fait 3000 voix de plus qu'au premier tour. Ça veut dire qu'il y a un report de voix qui s'est fait. Vous êtes satisfaite quand même de ça, j'imagine ? Ah oui, je suis quand même contente que les Vosgiens se sont déjà déplacés pour aller voter. En plus, ils ont voté pour le Rassemblement national, ce qui est déjà extraordinaire. Et je suis vraiment contente. On voit que malgré les fronts qu'on fait contre nous, les gens ont quand même quelque chose à dire. Les gens continuent de voter pour le Rassemblement national. Ça montre bien qu'on est ancré et qu'on a vraiment des convictions et des valeurs à défendre. Et qu'on va continuer, on va poursuivre. Et moi, pendant 5 ans, je vais être sur le terrain, je vais continuer, je vais lutter pour les Vosgiens qui ont voté pour moi et aussi ceux qui n'ont pas voté pour moi pour améliorer le quotidien. Sébastien Imbert, comment vous allez l'accompagner, cette jeune candidate ? Écoutez, nous, les candidats vont, dans les mois à venir, commencer à travailler sur leur implantation. Donc, on va travailler sur de la formation, sur de la formation technique, parce que c'est vrai que la politique, c'est de plus en plus technique. Aujourd'hui, on ne fait plus de la politique comme il y a 20 ans. Donc, il y a une technicité aujourd'hui à acquérir pour, dans les différents postes qui seront à prendre dans les futurs scrutins, mais je pense que dans un premier temps... Avec des ambitions dans les villes, dans les zones urbaines, comme vous l'avez dit. Effectivement, je pense que le manque d'implantation dans les zones plus urbaines de nos candidats fait que on a plus de mal à percer dans ces zones. Je crois que l'électorat rural nous est aujourd'hui acquis, que c'est un électorat non pas de rejet comme j'ai pu l'entendre, mais un électorat aujourd'hui d'adhésion, parce que c'est un électorat qu'on a su écouter et sur lequel on répond à des préoccupations, ce qui n'est pas le cas de ceux qui se succèdent depuis des années et qui finalement continuent avec leur vieille recette qui consiste à mettre un maximum de moyens dans les pôles urbains et à finalement ne laisser que quelques miettes aux territoires ruraux qui se sentent à juste titre délaissés et qui méritent un développement beaucoup plus important et beaucoup plus massif. On aurait très envie de vous laisser débattre tous les deux, Stéphane Viry, les Républicains, et Sébastien Imbert, Rassemblement National, mais ce sera pour plus tard, si vous voulez bien. On est sur une soirée de résultats d'élections, et je vous propose d'ailleurs, Stéphane Viry, de regarder avec nous les résultats au niveau national. Ce sont des projections avec, grosso modo, 70% de dépouillement. Allez, le nombre de sièges donc à la future Assemblée nationale, ah oui, c'est moins que ce qu'on avait. Ouh, ça me semble bizarre. Nombre de sièges, non. C'est très partiel, mais il y a des choses un petit peu bizarres. NUPES, 96 sièges. Non, on va oublier ce tableau, à mon avis, il y a quelques erreurs, un petit peu flagrantes. Non, on va se refaire tout ça tout de suite en coulisses. Stéphane Viry, les projections dans le Palais Bourbon, on le sait, ça va être très compliqué. Les négociations sur chaque texte de loi, les alliances éventuelles. Jean-François Copé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Jean-François Copé a d'ores et déjà appelé à une alliance avec la majorité présidentielle. Où va-t-on ?
Où vont les Républicains ? Les Républicains, ils vont assumer leur rôle de parlementaire. Et tout à l'heure, vous disiez la politique avec un grand P. Écoutez, le Parlement avec un grand P. On va peut-être enfin sortir d'un régime présidentiel où tout venait du château, de l'Élysée. Et l'Assemblée nationale n'était qu'une chambre d'enregistrement, à tort. Désormais, il va falloir composer avec des députés qui auront leur mot à dire, qui devront compter par rapport à des orientations politiques, par rapport à des projets de loi. Donc moi, je trouve que ce soir, c'est déjà, par le choix des Français, par leur vote, c'est plutôt quelque chose qui est assez prometteur en termes de vitalité du Parlement. Et pour moi, ce soir, c'est le premier message et le premier renseignement. Avec, si je peux me permettre, toute cette difficulté de pédagogie auprès du grand public et auprès de la population et des Français. Oui, mais écoutez, soit effectivement, on cherche à trouver des solutions et on prend ça pour des accords de coulisses, soit effectivement, les uns et les autres restent dans leur ligne de nage et les gens ont le sentiment qu'on ne fait jamais un pas vers l'autre pour trouver la solution. Bon, là, on est contraint, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du quinquennat, de trouver la solution parce que Emmanuel Macron a échoué à avoir une majorité à sa botte. On a la répartition des projections, évidemment, de la nouvelle Assemblée. Le message, il est assez fort et assez simple. Le président de la République a été réélu le 24 avril. Il s'est quasiment mis en période de pause d'action parce que pendant 3 semaines, il a délivré les investitures dans chacune des circos en pensant que ce faisant, il allait se donner toutes les chances d'avoir une majorité totalement acquise à lui. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Stéphane Viry, j'ai cité Jean-François Copé, on entend parler dès ce soir de projet d'alliance, de perspective d'alliance. Mais Jean-François Copé, il dit ce qu'il veut sur un plateau de télé. Moi, je n'ai pas d'ordre à recevoir ni de Jean-François Copé, ni d'un autre, etc. Moi, je parle aux Vosgiens, et mon message aux Vosgiens, c'était de dire que pendant 5 ans, je n'ai pas l'idée d'être hostile ou de bloquer le pays. J'ai au contraire l'idée d'être utile à ce que la France peut faire. Et je le disais, à partir de ce que les Français décideraient le 19 juin au soir. Moi, je vais voir dans les temps à venir comment tout cela va s'organiser de façon indépendante et libre, comme je l'ai toujours été. Je ne vais pas me soumettre ni à une consigne d'appareil, ni à une combinaison de je ne sais quoi. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Donc laissons les éditorialistes, les observateurs, certains ténors de plateau télé dire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je considère que c'est largement prématuré. Sébastien Imbert, sur ce travail parlementaire, ces alliances, ce travail en commun sur des textes, vous seriez susceptible de trouver des points communs avec les autres familles politiques, notamment les Républicains ? Écoutez, oui, c'est ce que font d'ailleurs nos députés, même s'ils n'étaient pas nombreux pendant la mandature qui vient de s'écouler. Vous allez passer de 8 à 90, voilà. Ça va forcément changer les choses. Quand un texte va dans le sens de ce qu'on défend, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait par principe. Je crois que ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Mais ce qu'on souhaite avant tout, c'est faire partie d'un contre-pouvoir assez fort pour contrer la politique d'Emmanuel Macron, qui, elle, ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on prône pour l'avenir du pays. Voilà, elle est là la différence. Moi, j'ai toujours considéré que la droite devait avoir un message à l'Assemblée nationale. Donc, je ne voulais pas être dans la majorité présidentielle, c'est encore le cas ce soir, mais je veux effectivement que la droite ait un message de responsabilité, qu'elle ait effectivement des idées très fortes pour le pays, et que si jamais ça va dans la bonne direction, ce que peut proposer l'un ou l'autre, il faut savoir répondre présent, il faut savoir le voter, mais de façon claire. Pas de combinaison, mais qu'il y ait un message de droite à l'Assemblée, ma voix, elle est là pour le porter, ce message. Le Rassemblement national, plus fort que les Républicains, demain? Mais c'est pas grave, ça. Et puis les Républicains, divers droite, vous parlez tout à l'heure, divers droite, Christophe, on est ensemble, quoi. Donc à un moment donné, puis on sait très bien que la vie politique, elle va se refonder. Moi, les étiquettes, je pense que les Français, ils en veulent plus de ces machins-là. Ça peut, mais bien sûr que non, mais bien sûr que si. Mais attendez, là, vous avez une vision un peu étriquée des choses. Et en tout cas, vous cherchez à mettre des candidats dans des boîtes. Toi, tes étiquettes, ça ne marche pas comme ça. On voit bien, si c'était aussi clair que ça, on aurait un taux de participation de 80% ce soir. Affaire à suivre, Stéphane Viry. On écoute, si vous voulez bien, Caroline Privat-Mattioni, qui vous adresse a priori justement un message. La candidate LR battue lors de ce premier tour des élections législatives sur la circonscription de Saint-Dié-des-Vosges. Tout d'abord, féliciter le candidat élu, c'est déjà une première chose. C'est vrai que l'écart n'est pas énorme, mais il est élu, donc la démocratie a parlé. Le Rassemblement national, c'est vrai qu'il avait déjà fait très fort au niveau des présidentielles, il ne faut pas non plus l'oublier. On est quelques semaines entre ces deux élections, donc ça joue obligatoirement aussi dans
dans les votes. Et puis, le plus gros sujet, je dirais que c'est l'abstention, puisqu'on a quand même un fort taux d'abstention, et je trouve que dans ces élections-là, c'est toujours dérangeant d'avoir autant d'abstention. Ça veut dire que les personnes ne vont plus voter. Alors, la majorité présidentielle, d'après ce qu'on peut voir, elle n'est pas très très forte. Donc je pense qu'il y aura, j'espère en tout cas, que ça va être entendu, que ce signal fort va être entendu du gouvernement. Allez, on se refait un dernier tour, si vous voulez bien, des résultats sur les 4 circonscriptions de notre département et on terminera cette émission résultats, donc spéciale en direct, second tour des élections législatives. Stéphane Viry, vous l'avez emporté, le député sortant Les Républicains, sur la première circonscription, celle d'Épinal, avec 67% des voix face à Amy Mouns, 32%. Sur la deuxième circonscription, qui était regardée de près au niveau national, David Valence, le maire de Saint-Dié-des-Vosges et conseiller régional, l'a emporté avec 50,55% des voix sur le Rassemblement national, 49,45%. Un score très très serré qui va faire certainement couler beaucoup d'encre. On aura l'occasion d'y revenir. La troisième circonscription, nous sommes avec Christophe Naegelen qui l'a emporté, le député sortant UDI et les indépendants, avec, on l'a compris tout à l'heure, il nous l'a explicité, la possibilité pour lui d'aller dans un autre groupe. Enfin bref, on va suivre tout ça évidemment dans les prochaines semaines. Et Pierre-François, le candidat du Rassemblement national, 48%, c'était assez... Pierre-François, je ne sais plus combien il a fait. Mais là, on est sur la quatrième circonscription, il commence à se faire tard. Jean-Jacques Gauthier l'a emporté avec 52%, le député sortant Les Républicains, face à Sébastien Imbert qui est toujours avec nous en plateau, 48%. On rappelle la participation aussi sur notre département, seulement 46,63% à ce second tour, en perte de 3 points, puisqu'elle était de 49% lors du premier tour. Allez, Stéphane Viry, conclusion en 10-20 secondes. Écoutez, tout reste à faire. C'est un nouveau mandat qui commence pour moi, en action dès demain, dans l'intérêt des Vosgiens et des Vosgiennes. Ça va être un quinquennat dur mais important pour le pays, donc droit devant. Passionnant à suivre, bien évidemment. Sébastien Imbert. Écoutez, une implantation qui se confirme. Aujourd'hui, en nombre de voix, nous sommes les premiers dans le département. Alors je pense que, et j'espère que les modes de scrutin pourront évoluer dans les années à venir, qu'on tendra vers plus de proportionnel pour qu'il y ait une vraie représentativité, parce que je sens une grande partie des Vosgiens ce soir orphelins, puisque finalement, nous n'avons pas de représentants du Rassemblement national à Paris à l'issue de ce scrutin. Et justement, la proportionnelle, j'avais dit tout à l'heure en début d'émission, Élodie, que vous souhaitiez en parler, c'est peut-être l'occasion, mais alors super rapidement. Très rapidement, s'il y avait un scrutin proportionnel et que la France était une seule et même circonscription, il y aurait, à l'issue du premier tour, parce qu'il n'y en aurait qu'un, 168 députés d'ensemble, 167 de la NUPES, 121 du RN, 73 LR-UDI, à peu près comme aujourd'hui, et 28 de Reconquête. Donc, la question de savoir est-ce que les partis politiques, toutes les sensibilités sont représentées, la réponse est oui. Oui. À l'exclusion sans doute de Reconquête, mais... Nous entrons, on l'a dit tout à l'heure, dans une nouvelle multipartite et dans une nouvelle ère de négociation politique. C'est une 5e République qui revient un petit peu à la 4e. Et là, c'est la constitutionnaliste qui parle depuis le temps que je dis à mes étudiants que nous sommes dans un régime parlementaire et que personne ne veut me croire. Eh bien là, les Français vont le comprendre. Nous sommes dans un régime parlementaire. Le gouvernement ne pourra tenir que s'il a la confiance de la majorité des députés. Merci infiniment à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci à tous nos invités qui sont succédés sur le plateau. Je ne peux pas terminer cette émission sans adresser un très chaleureux au revoir à Jean-Christophe Defranou, notre réalisateur qui nous quitte Vosges Télévisions. Donc toute l'équipe se joint à moi évidemment pour le saluer. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, on a peut-être une toute petite surprise. Je crois qu'on peut avoir quelques images de lui, vous le montrer en plein travail. Est-ce que le direct en HF va fonctionner? On en profite, on est certes sur une soirée électorale, mais c'était quand même l'occasion de vous montrer aussi les forces vives de Vosges Télévisions. A-t-on Jean-Christophe Defranou en image ou pas?
Non, a priori on n'a pas. Bah, écoutez, tant pis. Allez, bye bye Jean-Christophe et à bientôt. Merci à toutes les équipes de Vosges Télévisions qui se sont fortement mobilisées, bien sûr, sur le terrain, en préfecture, en coulisses. On ne se rend pas bien compte ici, on est tranquille dans le plateau, mais à l'extérieur, ça bourdonne dans tous les sens. Voilà, pour vous donner les réactions, les résultats. Et c'est ce que nous nous sommes évertués à faire pendant un peu plus d'1h30. Merci encore à nos invités sur le plateau. Merci à vous de votre attention. Et on va suivre, comme on l'a dit tout à l'heure avec Stéphane Viry, on va suivre cette nouvelle ère politique avec un grand P. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le début de cette émission, restez sur notre antenne. Elle est entièrement rediffusée tout de suite après. Merci infiniment de votre attention. Merci à toutes les équipes de Vosges Télévisions et à très vite.